compter sur ces personnes engagées de qualité pour alimenter la discussion finalement. On est aussi content de vous voir aussi nombreux et nombreuses connectés ce matin. Donc du coup, ça sera donc le webinaire là, il sera co-animé par Julien Talpin et moi-même. On vous encourage à poser vos questions tout du long de la discussion via le chat. Un grand merci aussi à Audrey et Marie qui gèrent toute la partie technique. Et voilà, un mot avant de leur donner la parole sur le déroulé. Donc, du coup, nous, on va d'abord... Ah, j'entends des touches qui pianotent. Je ne sais pas qui est le... Hop, couper le son, voilà. Donc du coup, le déroulé, donc on va d'abord présenter pendant une vingtaine de minutes les 7 propositions. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange avec nos invités, découpé en 2 blocs. Donc d'abord, 4 intervenants et intervenantes qui vont réagir par rapport à ces propositions, un temps de questions, et ça, voilà, une deuxième fois. Et enfin, on prendra un temps de synthèse collective pour revenir sur les idées fortes qui auront été dites, ouvrir à quelques autres questions et lancer 1 ou 2 sondages interactifs. Et puis enfin, on prendra 5 minutes pour conclure. Donc, sans plus attendre, Marie et Audrey, peut-être si vous avez un mot à dire sur comment Oui, dire, sur le sondage, un peu les règles et tout qu'on s'était dit. oui. Oui, donc bonjour à tous et toutes. Moi, je suis Audrey Gondalier de la coordination Passe en Nous. Moi, je suis Marie Garmadi, de l'Observatoire des libertés associatives. Voilà, et donc on se chargera d'être sur la technique. Donc là, on va lancer un petit sondage juste pour savoir qui vient d'où. Comme ça nous donnera une petite idée de qui est... Donc, si vous pouvez répondre à la première question et à la deuxième question, ce serait vraiment super. Normalement, ça va apparaître. Voilà, ne pas encore répondre à la troisième puis la quatrième question. C'est vraiment juste première et deuxième question. Donc voilà, donc comme on est nombreux, 126, nous, comme ça nous donne un peu une idée de qui vient d'où, à la fois en termes de région et à la fois en termes de position quoi, que vous occupez. Et évidemment, vous pourrez interagir sur le chat. Si vous avez des questions de précision ou des questions à poser, nous, on sera chargé avec Marie de reprendre un peu toutes les questions. Et il y aura vraiment un moment, comme disait Léa, après la présentation des intervenants, pour pouvoir interagir autour des 7 propositions. Voilà. Donc, je continue à admettre des personnes. Donc, comme ça nous permet de faire un petit tour essentiellement, a priori pour l'instant, des personnes essentiellement d'Île-de-France, des personnes des DROMCOM également. Donc voilà, vous avez toute une série de questions. Hop, je continue à ajouter dans le chat des personnes qui arrivent. Et donc, on a aussi également lancé l'enregistrement. Donc, ça pourra être réécouté et repartagé à vos collègues, amis, proches, si vous le souhaitez. Donc, je laisse encore quelques minutes pour le sondage. Euh, Peut-être on peut passer à la slide 2. Voilà. Et si vous avez perdu le sondage, vous pouvez aussi répondre dans le chat. Voilà, parce que je ne peux pas relancer le sondage malheureusement. Donc en gros, dans le sondage, c'est de nous dire d'où vous venez, de quelle région, et si vous êtes plutôt une agente, plutôt une association, plutôt un ou une élue, plutôt un citoyen, une citoyenne. Voilà. Hop. Et on a 110 réponses sur 128, 85%. Donc on va se permettre voilà. Et on reposera des questions à la fin sur effectivement les propositions sur lesquelles on va revenir. Et sur la manière de porter, voilà, de porter haut et fort ces propositions. Hop, j'ai mis fin au sondage. On va pouvoir, Léa, te laisser la parole avec Julien. Yes, et bien je vais laisser la parole à Julien dès maintenant qui va revenir sur pourquoi ces propositions. Bonjour à tous et toutes. Donc, Julien Talpin, moi je suis chercheur en sciences politiques au CNRS et un des animateurs de l'Observatoire des libertés associatives. Un grand merci aux uns et aux autres d'être là et notamment aux 8 personnes qui ont accepté de réagir à nos propositions. C'est un des enjeux ce matin, c'est de mettre en discussion et de faire travailler ces idées qu'on a depuis quelques temps. Et on avait envie de le faire avec des gens qui sont investis sur les enjeux d'innovation démocratique,
vie associative, puis aussi de gens issus de différents partis politiques et qui peut-être peuvent se nourrir de ces idées dans la perspective des futures élections municipales. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots. Bon, je crois que le constat de restriction des libertés associatives est désormais bien établi. C'est le travail qu'on mène avec notamment l'Observatoire des libertés associatives depuis près de 5 ans. Ces constats seront encore affinés dans les semaines qui viennent et je vous invite le 30 juin prochain, on présente la première enquête statistique nationale sur l'enjeu des libertés associatives à 17h30. On organise une rencontre à la Ligue des droits de l'homme à Paris et puis ce sera également accessible en ligne où on a des chiffres en fait assez précis en fait sur l'état de la situation et la situation est plutôt inquiétante et je crois que c'est important de continuer à documenter cette restriction des libertés associatives dans notre pays, dans un contexte par ailleurs politique qui est particulièrement anxiogène ces derniers temps. Euh, mais en même temps, il y a aussi un enjeu c'est ce qu'on s'est dit collectivement, à passer à l'offensive, pour le dire comme ça, de ne pas être que dans la déploration et de proposer des pistes, de créer des horizons désirables pour redonner de l'espoir et donner un peu de cœur à l'ouvrage. Alors on le verra, ce qu'on propose n'est pas révolutionnaire, au fond, Léa le disait, c'est très concret. Beaucoup des moyens pour promouvoir les libertés associatives se jouent à l'échelle nationale. On peut évoquer, c'est la position qu'on porte, mais le Conseil économique et social environnemental également dans une résolution récente, l'abolition du contrat d'engagement républicain, par exemple, c'est le genre de choses qu'on pourrait imaginer à l'échelle nationale. La façon de faire bouger les lignes à l'échelle nationale est en discussion. Il y a une journée d'ailleurs qui est organisée le 1er juillet prochain euh, à l'Assemblée nationale, à l'initiative d'un certain nombre d'élus, justement pour réfléchir aux pistes à l'échelle nationale et construire une proposition de loi. Et c'est évidemment important. Mais en attendant d'avoir une coalition politique à l'échelle nationale qui soit capable de faire bouger les lignes concernant les questions démocratiques et les libertés associatives en particulier, on se dit qu'il y a probablement des choses à faire au local et que les élections municipales qui arrivent l'année prochaine peuvent être l'occasion de mettre cette question à l'agenda et d'expérimenter ici et maintenant un environnement institutionnel plus favorable aux libertés associatives et au déploiement d'une démocratie plus démocratique, pour le dire comme ça. En général, quand on parle de promotion des libertés associatives, on pense en fait immédiatement à plus de moyens. Au fond, il faudrait plus d'argent. Et on le sait, il y a des mobilisations importantes en ce moment autour du mouvement associatif pour dénoncer les coupes de subventions qu'on voit fleurir partout et dans toutes les collectivités. Et c'est évidemment essentiel dans ces temps austéritaires de continuer à se battre pour davantage de moyens pour le monde associatif. Et davantage de moyens, c'est aussi davantage de moyens pour mener des actions d'interpellation et d'intervention dans le débat public, qui nous semble essentiel d'un point de vue démocratique. Quand il y a moins d'argent, c'est souvent d'abord des fonctions d'éducation populaire, d'animation du débat public, etc., qui sont coupées en premier. Malgré tout, nous, ce qu'on défend, au fond, c'est qu'il ne suffit pas de demander plus de moyens. Ce n'est pas la seule piste, et tout n'est pas qu'une question de moyens. Et la façon dont on attribue, en fait, bien souvent, les financements associatifs de la part des institutions s'avère également décisif. Et donc, un ensemble des propositions, on va le voir, qu'on essaye de défendre et de porter, porte justement là-dessus. Une des pistes, une des clés pour permettre une plus grande autonomie associative et libérer les libertés associatives, c'est d'attribuer les financements autrement. Voilà, et peut-être un dernier mot avant de rentrer vraiment dans cette première proposition, mais voilà, nous, une des convictions qu'on porte, c'est que, notamment au regard des difficultés de la démocratie participative à l'échelle locale, qui a été désormais bien documentée, c'est qu'une des réponses, au fond, à la crise démocratique, c'est de donner plus de force, au fond, au contre-pouvoir citoyen que constituent les associations, et que c'est bien souvent dans la dynamique et l'articulation entre pouvoir et contre-pouvoir, entre les institutions et les acteurs associatifs, que une démocratisation est possible. Et donc, c'est dans ce cadre-là, au fond, que s'inscrivent les idées qu'on défend sur les libertés. Alors, je rentre dans cette première proposition, qui est probablement celle qui nous tient le plus à cœur, donc qui est l'idée de créer des commissions mixtes d'attribution des financements associatifs. Je disais que tout n'était pas une question de moyens, et on pourrait dire qu'à moyen constant, il serait possible d'attribuer autrement les financements associatifs. Bien souvent, en fait, ce qu'on constate dans nos enquêtes, c'est que
le caractère très discrétionnaire de l'attribution des financements, y compris dans des collectivités de gauche, progressistes, engagées sur les questions démocratiques, etc., se fait euh, euh, à la décision des seuls pouvoirs exécutifs, ce qui entraîne des mécanismes d'autocensure. On ne mord pas la main qui vous nourrit. Une façon de contrecarrer ces mécanismes d'autocensure et de décision arbitraire, ce serait d'instituer des commissions mixtes d'attribution des financements qui rompraient au fond ce lien de dépendance entre le financeur et le financé, avec des commissions qui pourraient être composées d'élus de la majorité, d'élus de l'opposition, de citoyens tirés au sort, de techniciens, de représentants de l'État, de chercheurs, etc. Ce serait à préciser. Avec l'idée, il y a déjà des petites expérimentations ici ou là, on pourrait y revenir si ça vous intéresse, que au fond, l'intégralité des financements d'une collectivité puisse être attribuée de cette façon-là. Et donc, on parle de centaines de millions d'euros, au fond, pour les collectivités locales, qui puissent être attribués de cette façon-là. Et changer les règles du jeu, ça créerait un vent d'autonomie, au fond, pour les assos qui serait assez décisif. Ça créerait de la transparence, du pluralisme, etc. Ça encouragerait les capacités d'interpellation des assos. Souvent, quand on défend cette idée-là, les élus nous rétorquent, ouais, mais en même temps, on est élu, on a un mandat, comment on fait pour avoir une politique associative? Nous, ce qu'on défend, c'est pas d'exclure, au fond, les élus de la majorité de ces espaces-là, c'est de dire qu'au fond, ils devraient simplement se montrer convaincants dans des espaces pluralistes, ce qui est relativement envisageable, hein, que les élus puissent être convaincants, des élus de la majorité. Euh, mais voilà, d'avoir ces espaces pluralistes, ça éviterait ces mécanismes d'autocensure et de refus d'investissement dans des questions plus politiques et citoyennes qu'on appelle de nos voeux. Alors, on peut peut-être avancer sur les autres propositions. Du coup, la deuxième proposition, c'est la mise en place de droits d'interpellation citoyenne à l'échelle des communes. Donc en fait, pour nous, le droit d'interpellation, il permet de répondre à une impasse. C'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilisations citoyennes, que ça soit des pétitions, des actions directes, des mails, finalement qui s'épuisent faute de réponse institutionnelle. Donc ce qu'on propose, c'est finalement de faire de l'interpellation une sorte de droit structuré via un droit de pétition structuré par palier qui permettrait d'avoir des effets assez concrets. Parce qu'en fait, on s'inspire de ce qui a été mis en place dans plusieurs communes, notamment à Grenoble, Poitiers, Bordeaux, Strasbourg. Et en fait, ce qui est proposé, c'est finalement des paliers. Donc un premier seuil de signature qui pourrait ouvrir le droit à une médiation avec les services et les élus. Un second qui permettrait d'avoir accès à une expertise contradictoire, à l'inscription à l'ordre du jour de la problématique portée par les pétitionnaires, et un dernier qui pourrait déclencher finalement une sorte de référendum local. Pour nous, c'est un moyen finalement de dépasser les limites de la démocratie participative, parce que parfois elle reste son pouvoir réel, quoi, et d'aller vers des formes de codécision. Sauf qu'en fait, on ne peut pas penser ce droit d'interpellation de manière isolée. C'est important de l'outiller localement, notamment en se disant que les structures qui sont présentes dans les quartiers populaires ou les centres sociaux, elles doivent pouvoir accompagner les habitants dans cette démarche, parce que sinon, en fait, on est sur un dispositif qui est mobilisé toujours par les mêmes personnes qui sont déjà habituées des dispositifs participatifs. Un petit point de vigilance aussi, c'est sur la question des seuils. En fait, sans seuil crédible, on n'aura pas de référendum, quoi. Et on risque d'avoir des dispositifs qui sont plus symboliques que vraiment mobilisables. On peut le voir là, notamment bah, sur Grenoble, c'est la ville qui a mis en place depuis le plus longtemps le droit d'interpellation. Et finalement, le dernier seuil n'a jamais été atteint, c'est 8000 signatures là en l'occurrence. On peut se poser la question de est-ce que c'est parce que le seuil est trop haut? Et du coup, ça nous fait venir en fait la question des moyens, donc peut-être passer à la troisième proposition. C'est la question du fonds d'interpellation citoyenne. Parce qu'en fait, on le sait, s'organiser, mener des campagnes, mobiliser, interpeller, produire une expertise en appui à la campagne, tout ça, ça prend vraiment du temps et ça demande des moyens. Et aujourd'hui, bah, ces moyens, ils manquent et c'est souvent bah, les plus éloignés des institutions qui en sont privés ou les petites assos qui n'ont pas les moyens de faire ça ou en fait. Et donc en fait, voilà. C'est pour ça que finalement, nous, on propose un fonds d'interpellation citoyenne qui aurait trois fonctions. La première, de pouvoir soutenir l'organisation de terrain
qui permettent de faire émerger des revendications collectives. La deuxième, ça serait de pouvoir financer la visibilité des campagnes. Donc finalement, ça serait permettre aux gens qui interpellent de se former à la communication spécifique, par exemple au média training, mais aussi avoir la capacité d'imprimer des affiches, des drapeaux, l'organisation de débats ou de réunions publiques. Et la troisième, ça serait de pouvoir garantir un accès à la contre-expertise, finalement qu'elle soit juridique, environnementale ou sociale, qui permettrait de rééquilibrer le rapport de force et finalement d'outiller et d'objectiver les demandes des pétitionnaires, quoi. Pour nous, ce fonds, il pourrait être attribué de deux manières, soit par la commission mixte dont a parlé Julien, soit en complément direct du droit d'interpellation, par exemple sous la forme de remboursement de frais de campagne, lorsqu'un seuil est atteint. Donc imaginons on a 300, il faut 300 signatures pour inscrire à l'agenda du conseil municipal comment dire, la demande portée par les pétitionnaires. Et bien en fait on pourrait imaginer un système comme 2 euros par signature et du coup bah ça permettrait d'être remboursé à hauteur de 600 euros si on prend ce système-là. En fait je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait ça existe notamment en Allemagne sur certains référendums locaux. Voilà pour moi, peut-être qu'on peut enchaîner. Ouais, je crois. Alors, la La quatrième quatrième proposition est proposition. très commune, mais en fait, elle revient tellement souvent dans la bouche des acteurs associatifs que ça nous semblait important en fait de la remettre à l'agenda. Donc, limiter les appels à projets et généraliser les conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens. J'évoquais le Conseil économique et social et environnemental, donc a publié l'année dernière un rapport sur le financement des associations où ces questions en fait d'appel à projets et les contraintes que ça crée, les limites que ça génère pour les assos est revenu de façon tout à fait centrale, et l'idée selon laquelle, notamment, les appels à projets conduisent à mener des activités parfois, si ce n'est contraire ou à l'opposé, mais en tout cas en décalage avec les projets associatifs, et donc limite structurellement l'autonomie des associations. Et ça, c'est tout à fait dans la capacité, au fond, des collectivités, des communes en particulier, d'avoir recours à d'autres modalités de financement des assos. Il y a tout un ensemble voilà, de collectivités qui s'y mettent, et il y aura un enjeu de généraliser euh, ces, euh, ces questions-là. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, typiquement, en fait, en lien avec la proposition précédente qu'évoquait Léa, un droit d'interpellation, un fonds d'interpellation, comment on l'attribuerait autrement que par le fonds d'interpellation? Des questions un peu techniques peuvent se poser, et peut-être qu'on y viendra dans la discussion tout à l'heure, mais voilà, là, il y a un enjeu à approfondir la mise à distance des appels à projets. Donc la cinquième proposition, c'est un dispositif de médiation parce que en fait finalement même avec les meilleurs dispositifs, en fait, il existera toujours des conflits entre les associations et les collectivités. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'aujourd'hui ces conflits ils sont pas ou mal régulés. Donc ça peut générer des sanctions parfois qui sont informelles, hein. Ça va de la subvention coupée à la salle refusée, à la disqualification publique. Et en fait, ici, l'enjeu, c'est de créer un dispositif local de médiation activable soit par les associations, soit par la collectivité. Et en fait, ça serait confié à un tiers extérieur. On pourrait imaginer le défenseur des droits ou le conseiller d'éducation populaire, et qui aurait trois missions. Un, imposer les termes du conflit. Deux, entendre chaque partie. Et trois, formuler des recommandations légitimes, même si elles sont non contraignantes. En fait, pour nous, c'est une manière de pouvoir sortir de la logique de rapport de force et de conflictualité qui produit rien, quoi. Mais l'idée, c'est de pouvoir, bah voilà, travailler sur cette conflictualité. Et en fait, on se disait qu'on pouvait s'inspirer des méthodes, notamment de la CNDP, pour créer des espaces où le conflit, bah, finalement, il est entendu, il est reconnu, il est traité politiquement. Et du coup, la question, bah, c'est comment on peut financer ce type de dispositif. Donc là, toujours pareil, hein, on se dit qu'il pourrait être relié à une structure déjà existante, soit par la commission mixte, soit par le fonds d'interpellation finalement. C'est moi? Oui, Alors, on finit avec deux dernières propositions. On va vite délibérément pour qu'on ait le temps de discuter. Donc la sixième, au fond, ce serait
d'approfondir la connaissance, au fond, concernant la restriction des libertés associatives, avec l'idée que ces connaissances et ces savoirs, au fond, sont une source de pouvoir, pour le dire comme ça. Les observatoires locaux de la vie associative font ce travail, au fond, de documenter l'état et notamment les difficultés financières des assos quand ces OLVA existent. Il y aurait probablement un enjeu que ces observatoires locaux mettent à l'agenda de leurs travaux l'enjeu des libertés associatives, ce qui n'est pas toujours le cas parce que aussi ces OLVA ont parfois des contraintes au regard de qui les finance, et ça peut être risqué pour eux de s'attaquer à ces questions-là. Et donc, voilà, qu'ils puissent prendre en charge ces questions-là, et puis qu'il y a des alliances qui sont probablement à construire, un peu à l'instar de ce qu'on fait nous à l'Observatoire des libertés associatives, entre des acteurs associatifs locaux, des chercheurs, pour approfondir la connaissance, la transparence du financement associatif. Un truc qui nous intéresse en particulier, là, je parle aussi avec ma casquette de chercheur, c'est le travail sur les financements associatifs, en fait, où on ne respecte pas en fait, la loi République numérique. Il est extrêmement difficile de savoir pour les citoyens ordinaires quel assaut touche combien, comment ça évolue dans le temps. Et donc, un travail un peu sur l'open data du financement associatif, pas pour les couper, mais au contraire pour s'en servir justement comme moyen de renforcer la connaissance sur les libertés associatives serait probablement utile. Et donc, on plaide pour aller dans ce sens-là. Et la dernière, qui est là aussi assez basique, mais on se rend compte en fait avec le travail qu'on réalise avec l'Observatoire, combien ça ne va pas de soi. Au fond, moi qui travaille beaucoup sur les assos dans les quartiers populaires, une des premières mesures de rétorsion, c'est justement d'empêcher ou voire parfois d'expulser des salles publiques pour se réunir et ne pas avoir d'espace pour se réunir, c'est affaiblir un peu structurellement les capacités d'organisation collective des acteurs associatifs et des collectifs citoyens. Or, le droit est quand même assez clair de ce point de vue-là quant à la capacité à accéder à des locaux pour les acteurs associatifs. Et donc, c'est un enjeu assez fondamental de permettre à tout un chacun, qu'on soit en accord ou pas avec eux, en fait. Hein. Et on voit bien que c'est derrière beaucoup la gestion du désaccord qui est en jeu derrière les mesures de rétorsion des libertés associatives qu'il faut garantir. Et a fortiori, en fait, et nous, on ne l'a pas évoqué en introduction, mais il y a quand même derrière tout ça aussi le contexte de montée de l'extrême droite, etc., qui est assez probable que ça s'approfondisse au moment des municipales prochaines, et donc qu'un certain nombre de collectivités qui sont sensibles aux questions démocratiques et de liberté associative puissent constituer des refuges, et y compris des refuges physiques, en fait, pour les acteurs associatifs après mars 2026. On l'a vu, en fait, hein, récemment, des associations qui ont perdu leurs locaux ou certains de leurs financements dans des collectivités gérées par le RN, être pour partie accueillis en fait dans des collectivités limitrophes. Il y a cette idée au fond de constituer aussi un réseau de collectivités refuges pour les libertés associatives. Un dernier mot, et je cède la parole, pour dire, j'ai vu une remarque dans le chat qui allait dans ce sens. Effectivement, on ne l'a pas évoqué au départ, mais l'idée que c'est cette proposition, au fond, font système, effectivement, sans qu'elle soit nécessairement exhaustive, et que prendre l'une sans prendre les autres, c'est probablement pas aller jusqu'au bout en fait de la démarche, et ne pas se donner tous les moyens, et notamment en fait ce qu'on évoquait sur l'aspect des financements. Si d'un autre côté on n'a pas les débouchés institutionnels aux mobilisations associatives, il est possible que les assos s'épuisent. Et donc, il faut à la fois démocratiser les institutions et offrir des espaces de débouchés, de co-construction, de codécision, etc. Et dans le même temps, renforcer les capacités d'auto-organisation par des salles, par des financements, par des commissions mixtes, par du fonds d'interpellation. Et tout le sens des idées de démocratie d'interpellation que l'on porte, c'est justement l'articulation entre une démocratisation des institutions, des espaces de codécision, et renforcer les capacités d'auto-organisation de la société civile via notamment les aspects financiers. J'en reste là. Donc en fait, on va donner la parole à nos intervenants et intervenantes. Je vais faire le petit tour donc parmi comment dire les invités. Donc on aura Elisabeth Do qui est cofondatrice de Fréquence Commune, Armel Lecause qui est coprésident fondateur de Démocratie Ouverte, Sarah Persil qui est vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté pour Europe Écologie Les Verts. Chloé Ridel, qui est députée européenne pour le Parti socialiste, Sylvie Barnezet, qui est déléguée générale de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, euh, Hilaria Cassillo, qui est vice-présidente de la CNDP, et enfin Hugo Bernilassi, qui est député Nord pour la France Insoumise.
voilà, on avait Dorian Dubreuil qui devait, en fait, voilà, pour la Fondation Jean Jaurès, qui devait être parmi nous aujourd'hui et qui s'excuse, qui a eu un imprévu personnel, quoi. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Sarah Persil pour réagir sur ces propositions. Voilà, pour tous les intervenants et intervenantes, l'idée c'est qu'ils puissent réagir en 5 minutes, c'est assez court. Donc, nous, la consigne qu'on leur a donnée, c'est vraiment de réagir par rapport aux propositions qui leur semblaient le plus importantes ou questionnantes. C'est aussi un espace de débat, donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, il y aura 4 interventions, puis un temps d'échange à travers le chat. Donc moi, je vous invite à poser vos questions. On ne prendra pas de questions en direct avec micro ouvert, mais posez vos questions sur le chat pendant les interventions et dire à qui s'adresse votre question. Est-ce que c'est voilà, à qui s'adresse la question par rapport aux intervenants? C'est bon pour moi. Je vais laisser la parole du coup à Sarah Persil. Merci Léa, merci pour cette invitation et cette proposition. 5 minutes, c'est pas sympa, franchement, surtout pour des politiques qui parlent beaucoup. En préambule, par contre, je voudrais quand même dire un truc que je répète à l'envi, c'est que l'exercice en fait du contre-pouvoir associatif, il peut exister que s'il y a un pouvoir qui les respecte et qui a aussi cette culture de la concertation, de la co-construction de l'action publique qui se sont en fait engagés par le droit d'interpellation, etc. Donc en fait, s'il vous plaît, soyons un maximum à en fait nous impliquer dans la vie publique et politique. Il faut qu'elle soit issue de nos rangs. Il ne faut pas laisser la place au vieux schéma. Il faut reprendre collectivement le pouvoir. Donc merci pour cette session d'aujourd'hui et merci pour toutes les sessions de formation que vous faites. Mais avec ce pouvoir qu'on va gagner, on pourra chérir nos contre-pouvoirs et soigner notre démocratie. Donc voilà, ça c'était pour ma première minute. Analyse critique de votre plaidoyer, spoiler alerte, il est très bien. Il est tellement très bien que c'est des points que nous avons identifiés chez les écologistes dans notre plateforme programmatique pour les municipales. Voilà, qu'on a intitulé Protéger et développer la vie associative. Donc je vais reprendre point par point. Le numéro 1, démocratiser la subvention, clairement. On le propose aussi avec les commissions mixtes d'attribution. Merci d'ailleurs pour tous les exemples de collectivités écolo que vous avez cités, parce que clairement on est là-dedans. Moi j'ai un petit point d'alerte à vous proposer, c'est faire en sorte déjà que la taille critique de certaines communes, ça va être compliqué à organiser, notamment en mobilisant des chercheurs, mais aussi la première session de la commission d'attribution, je pense qu'elle doit donner le cap de qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'il va y avoir un axe stratégique sur les 6 ans? Est-ce que c'est tout le monde qui peut proposer n'importe quoi? Voilà. Ou est-ce que, au contraire, comme nous les élus, on a une stratégie de mandat, on veut avoir une stratégie de développement de la vie associative, notamment, par exemple, des critères sociaux et environnementaux. On voit bien qu'on veut respecter la parité et l'inclusivité sociale. Est-ce qu'on se donne aussi d'autres critères? Et ça, c'est vraiment, je pense, l'intérêt de rappeler les règles et la méthode de la première réunion. Proposition numéro 2, reconnaître le droit d'interpellation. Génial. Nous, on avait identifié le devoir d'alerte. Mais en fait, droit d'interpellation, je pense que c'est bien plus intéressant parce que ça permet de rendre un vrai principe de compte rendu et de dialogue social et territorial. Je pense que c'est aussi les élus locaux qui sont parfaitement légitimes pour organiser ces temps de débat et d'échange. Donc bravo, c'est très intéressant. C'est pas très compliqué à organiser, mais ça demande cette culture de la démocratie participative. Créer un fonds d'interpellation citoyenne, génial. En effet, à budget constant, on peut aussi imaginer quelque chose qui aille dans le sens de soigner la démocratie. Donc, ça peut être intéressant, mais je pense aussi que la solution belge peut être intéressante, qui est clairement que de prévoir alors c'est un décret royal en Belgique francophone, chez nous, ça sera par la loi, mais d'avoir vraiment quelque chose qui est imaginé tous les ans avec une auto-évaluation où on finance en fait l'éducation populaire, la formation à l'esprit critique et à la pensée critique et à la formation politique. C'est vrai que ça peut être un socle légal intéressant qui permettra de pallier les aléas de certaines collectivités locales dont certaines ne veulent de toute façon pas entendre parler des associations. Je ne reviens pas dessus. Proposition numéro 4, c'est dur, il faut y aller vite. Limiter les appels à projets et favoriser les conventions pluriannuelles d'objectifs. Ça, évidemment, c'est dans la charte des engagements réciproques. C'est très intéressant. Il faut continuer de le mettre en place. C'est aussi dans les propositions. C'est dans les propositions du CESE. Et ça porte une vraie question que je pense qu'il faut aussi traiter. C'est la question de la formation des élus. Alors, il y a des fresques, des enjeux associatifs par le mouvement associatif.
Salut Estelle Jamin du mouvement associatif Bourgogne-Franche-Comté. Il y a des formations CNFPT qui existent pour les agents et pour les élus. Il faut que nous, on forme évidemment, et vous aussi, en formation politique et citoyenne. Mais je pense qu'il doit y avoir une réponse dans la loi, et ça vient avec le 1er juillet. Merci Julien pour le coup de pub sur l'atelier des lois qu'on va monter à l'Assemblée nationale, où on doit rappeler que la subvention doit être le mode prioritaire de financement des associations et de rappeler l'importance de l'intérêt général qui doit être partagé. Proposition 5, le dispositif de médiation en cas de conflit. Excellente idée, super. Surtout qu'aujourd'hui, le médiateur, c'est qui? Bah, c'est le préfet, qui n'est pas tout à fait un super médiateur propice au monde associatif. Ça rappelle encore une fois qu'il faut des moyens, qu'il faut investir le Parlement, il faut investir le gouvernement pour avoir une vraie culture, avoir des moyens au niveau des services de l'État et que faire en sorte qu'évidemment les collectivités puissent respecter cette médiation. Donc je valide, c'est important aussi d'être toujours dans cet exercice de consensus. 6, les libertés associatives dans les observatoires, très bien. Super, on continue, on le fait. Et moi, j'envisage aussi de faire le travail des libertés associatives dans les outils d'accompagnement. C'est-à-dire que les réseaux associatifs, RNMA, vous avez cité, mais aussi la Fédération des centres sociaux, etc., le font très bien. Le dispositif local d'accompagnement, j'en parle parce que je suis membre du comité de pilotage national, doit inscrire en fait dans sa fiche, c'est le cas, et on relance la convention triannuelle à la fin de l'année, chaque chargé de mission DLA doit avoir dans sa fiche de poste la partie accompagnement à la riposte, en fait, et à faire en sorte que les associations qui soient accompagnées comprennent le système dans lequel elles sont. Donc, au-delà de l'observation, il faut aussi pouvoir faire cet accompagnement. Proposition numéro 7, s'engager pour le droit de réunion. Évidemment, on est au taquet. On veut pouvoir mutualiser, évidemment, les locaux, les moyens, etc. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est le sujet, la proposition qui est la plus courageuse de l'ensemble devait être plaidoyé, puisque pour les élus locaux, ça implique de se fâcher avec ses voisins. On est obligé dans nos communes de travailler en interco, et donc voilà, il faut se fâcher avec ses voisins, donc bravo. Nous avons une académie verte chez les écologistes qui forment des listes citoyennes, allez-y, je vous donne le lien dans le chat. Super. Merci. Alors, on va tout de suite enchaîner avec, je regarde, avec du coup Armel Lecause pour Démocratie ouverte. Merci, merci Léa et merci à vous pour ces propositions. Du coup, en effet, Démocratie Ouverte, on est une association, une ONG qui travaille sur les questions de démocratie depuis une douzaine d'années et d'innovation démocratique en particulier. Bah, bravo pour ces propositions. Globalement, moi, je voulais quand même commencer par ça, c'est que ces 7 propositions, elles vont évidemment dans le bon sens et elles vont permettre d'aller vers le fait de démocratiser la démocratie locale. Quelques retours quand même. Peut-être sur celle qui, moi, me semble qui me parle le plus, c'est sûrement la question des commissions mixtes. En fait, que sur les questions d'argent donné aux associations, il puisse y avoir une logique de codécision et d'acteurs qui ne soient pas uniquement à la discrétion des élus, mais des élus majoritaires, voire même parfois juste du maire tout seul sur les décisions. Et ça va aussi assez fort avec cette logique de droit et de fonds d'interpellation, donc les numéros 2 et 3, même si toutes les autres sont assez importantes aussi. Je voulais moi plus concentrer les 4 minutes qui me restent sur peut-être ce qui en creux, moi, me semble être absent d'une certaine manière de ces mesures qui me sembleraient importantes quand même de travailler. C'est notamment la place des associations dans les décisions publiques et dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et je trouve qu'il manque quelque chose autour de la codécision et d'assurer d'avoir une place pour les acteurs associatifs autour de la table des négociations, de la construction de certaines politiques publiques importantes. Pour ça, moi, j'ai aussi une casquette. Je fais partie d'une autre association que Démocratie Ouverte qui s'appelle Décider et agir, pardon. Et l'objet de cette association, c'est de partir d'interpellations, donc partir par exemple de doléances, des cahiers de doléances, et d'amener ensuite à de la démocratie délibérative, donc avec des citoyens tirés au sort, mixés avec des élus et des agents publics, voire des acteurs du coup du territoire, donc aussi des acteurs associatifs et des acteurs économiques, et d'aller vers de la codécision entre ces différents acteurs, donc en partant de l'interpellation pour aller jusqu'à de la codécision. Ce type de dispositif-là,
qui sont pratiqués par exemple en embryon à Poitiers ou dans d'autres villes, notamment écolo, mais pas que. Voilà, c'est des dispositifs qui sont super intéressants et qui permettent de donner une continuation à l'interpellation. Donc pour moi, oui à l'interpellation, mais derrière, comment est-ce qu'on va aussi jusqu'à de la logique de codécision qui implique aussi des acteurs associatifs. Ensuite, peut-être un autre questionnement, c'est autour de l'échelon. J'ai pas forcément entendu beaucoup parler d'intercommunalité. Pour moi, il y a un vrai sujet, notamment dans un monde rural où les petites communes ont de moins en moins de pouvoir et de prérogatives. Voilà, comment est-ce que ces différentes propositions, ces différentes mesures s'adressent aussi aux intercos sur certaines d'entre elles, notamment l'interpellation à l'échelle de l'interco, c'est quoi? Le fait de limiter les appels à projets aussi à l'échelle des intercos. Je pense que c'est pas trop compliqué de l'adapter, vous l'avez peut-être même déjà prévu, mais voilà, question de l'interco qui me semble assez centrale. Peut-être une autre question qui est le lien avec les autres coalitions d'acteurs qui sont en train de travailler sur les municipales. Je pense notamment au CTC, Collectif Transition Citoyenne, qui prépare un pacte pour la transition avec des aspects démocratiques dedans. Et je trouve ça intéressant que là, ces 7 mesures se retrouvent dedans et vice-versa, qu'il y ait un relais des mesures qui sont en train d'être travaillées par le pacte pour la transition. Pareil peut-être pour le pacte de pouvoir de vivre. Bref, là, c'est plus des questions de stratégie, de comment est-ce que ces propositions sont défendues de manière collective et cohérente aussi avec d'autres structures et d'autres réseaux d'acteurs. Et peut-être pour terminer, un petit mot sur ce qu'on est en train de préparer côté démocratie ouverte. On va préparer un programme ouvert, c'est-à-dire le programme d'une ville qui n'existe pas. Donc, est-ce que ça sera démocratie ville ou Saint-Roustan ou je ne sais pas quelle ville? En tout cas, il y aura une ville imaginaire dont on va essayer d'imaginer le programme sur les questions de démocratie de A à Z pour que les listes puissent venir piocher dedans. Et donc, évidemment, on va reprendre probablement l'ensemble de ces mesures pour mettre dans notre programme ouvert et pour faire en sorte de valoriser là, ce beau travail qui a été élaboré. Je m'arrête là, j'ai pas eu mon timing. Ah si, il me reste 1 minute 28. Ah mais c'est génial. Alors, il y a un dernier mot, un dernier mot que je voulais dire, c'était peut-être aussi sur l'innovation démocratique. Moi, une autre mesure que j'aurais trouvé intéressante d'avoir et qui va au-delà du coup de ce des 7 mesures telles que vous les avez sélectionnées, c'est soutenir l'innovation démocratique et encourager les innovations démocratiques à l'échelle locale parce qu'en fait, les associations elles-mêmes, elles peuvent mettre en œuvre de l'innovation démocratique dans leur propre fonctionnement, dans leur propre structure et elles peuvent pousser aussi à ce que les collectivités locales elles-mêmes se mettent sur d'autres modes de prise de décision, aillent mettre de l'interpellation en œuvre dans le territoire en s'appuyant sur les associations, etc., etc. Et donc, du coup, pour moi, il y a tout un enjeu aussi à ce que, pour démocratiser la démocratie, on mette en place ce soutien aux questions d'innovation démocratique à une échelle locale. Et un dernier mot là-dessus, au sein de Démocratie ouverte, avec pas mal d'autres acteurs, on a développé un démomètre qui permet de mesurer la qualité démocratique locale. Et ce démomètre, il intègre tout un tas de critères, et notamment la question de la vitalité du territoire sur les questions associatives. Et donc là, moi, c'est plus une note à moi-même de voir à quel point les 7 mesures que vous proposez ont ou pas une résonance. Cette musique est formidable pour indiquer la fin. Je laisse la parole du coup. Super, merci beaucoup pour ces réactions et ces propositions qui viennent en fait alimenter nous, notre réflexion. C'est vraiment précieux. Je vais tout de suite laisser la parole à donc, Chloé Ridel, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, euh, qui est députée européenne pour le Parti socialiste. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? Marie-Audrey, est-ce qu'on peut laisser la parole à Chloé? Ah, je vais essayer de regarder dans le chat. Est-ce qu'elle est bien On connectée? intervertit. Mm. Ouais, sinon on peut carrément intervertir. Ah, j'entends quelque chose. On peut laisser la parole à Elisabeth Do. Oui, ok, très bien.
Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, je suis Elisabeth Do, je suis cofondatrice et directrice d'études à la coopérative Fréquence Commune qui accompagne des communes participatives. Je le pose là. C'est des citoyens qui ont repris leur commune. 600 listes étaient candidates en 2020, 66 ont gagné les municipalités de Poitiers à Quimper en passant par Chambéry et des villes plus modestes comme La Montagne, La Crèche ou des petits villages de Vaour. On s'inscrit dans un mouvement qui se qualifie ou qui se rapproche, en tout cas, d'un municipalisme à la française. Je le redis là, et c'était important, parce qu'en fait, le slogan de ce mouvement-là, c'est dire un pied dedans dans l'institution, 1000 pieds dehors. Et je voulais commencer par ça. C'est que pour moi, il y a une urgence, et je crois que ça a été rappelé, à considérer qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté associative, qu'il n'y a pas de puissance à l'intérieur des institutions sans terreau démocratique auquel contribuent les associations, l'économie sociale et solidaire, l'initiative citoyenne, la diversité culturelle, cultuelle, etc. Et il n'y aura pas de renouvellement démocratique qui se fera seul dans les institutions si on ne l'accompagne pas en dehors des murs de la mairie et au-delà des élections. Du coup, je voulais rappeler ces principes-là parce que Julien t'a dit en fait l'esprit de ce travail, je vous en remercie, on en discutait lors des rencontres super inspirantes que vous aviez organisées en novembre dernier. Il faut un environnement institutionnel favorable et je rebondis fort avec ce que Sarah Persil a dit également. Il faut aussi un environnement politique qui considère en fait que la vivacité démocratique repose aussi sur cette vivacité associative. Du coup, moi, j'ai été assez sensible à plusieurs de vos propositions euh, qui font écho à un travail où on a recensé là, les 50 mandats des communes participatives en essayant de voir justement quel était le rôle qu'elles pouvaient trouver positif aux côtés des associations. Considérer que la force d'une équipe municipale, elle n'est pas de créer ex nihilo des choses qui existeraient déjà dans les associations, mais plutôt de soutenir et d'amplifier ce qui se fait déjà et ce qui se fait déjà bien en termes de démocratie et de proximité, en termes de propositions, d'expérimentation, de prise d'initiative et aussi de contestation. Euh, du coup, euh, je vais redire aussi, les communes en fait ont considéré que les associations étaient parfois des alliés pour elles pour aller plus loin en termes de participation et pour mieux inclure des publics qu'elles n'arriveraient pas à toucher en organisant des instances de participation institutionnelle. Donc les associations étaient pour ces communes des relais pour toucher des publics plus jeunes, plus précaires, plus marginalisés qui ne viendraient jamais par eux-mêmes, y compris par du tirage au sort euh, voilà, sur cadastre. Je vais commencer par ces constats pour justifier pourquoi j'ai soutenu plusieurs propositions. Ces communes, elles ont aussi observé que les associations étaient des alliés pour garantir une sorte de continuité municipale au-delà de l'alternance des mandats. Donc, en associant, et tu l'as dit, Armel, c'est-à-dire en considérant que l'organisation, les sociétés civiles organisées sont des acteurs à part entière de la codécision et de la démocratie délibérative, c'est aussi les associer dès les projets municipaux à réceptionner, à réceptionner la continuité de cette action municipale. On a de très beaux exemples à peine avec un domaine qui a été co-construit avec des acteurs habitants, associatifs, économiques et publics, et qui finalement retombe dans les mains d'une association qui mêle ces différents acteurs et qui va être chargée de faire vivre ce lieu qui est un lieu qui fait vivre des communs. À la crèche, c'est pareil avec la ferme maraîchère. La municipalité anticipait le fait qu'avec une alternance politique, cette ferme reviendrait ou serait défaite. Là, c'était vraiment l'occasion, en créant une SIC avec des parties prenantes habitantes et associatives, de les remettre dans les mains de ces acteurs pour en assurer la continuité. Du coup, moi, ce que j'ai soutenu et ce qui fait beaucoup de sens dans vos priorités, c'est reconnaître le droit d'interpellation. Je pense que décriminaliser la contestation, accueillir la conflictualité et le débat critique, en fait, voilà, c'est ce que je souhaite de mieux à notre démocratie. Et je pense que le droit d'interpellation, il participe beaucoup parce qu'il met en avant l'initiative des acteurs, il la soutient, il l'accompagne, il régule la conflictualité et le débat, il permet d'ouvrir aussi des espaces de proposition. Comme corollaire, évidemment, il y avait aussi deux autres propositions auxquelles j'étais sensible.
dans la perspective de déconcentrer le pouvoir, c'est celle des commissions d'attribution. Je pense en effet tout à fait sain de pluraliser et démocratiser ces commissions d'attribution de subventions, qui sinon sont des outils de notabilité, de clientélisme, de rapport de pouvoir et de pression politique en fait sur les acteurs du champ associatif. Et on gagnerait à mixer les publics à l'intérieur de ces commissions. Et enfin, j'ai trouvé très intéressante le dispositif de créer un dispositif de médiation en cas de conflit asso-institution. On a eu beaucoup d'acteurs municipaux qui nous ont dit être parfois coincés dans une attitude très conflictuelle de la part des associations avec lesquelles ils n'arrivent pas à renouer le dialogue, qui les effraient, ils n'arrivent pas à coopérer. Et je pense que des instances qui mettraient la coopération et dépasseraient ces situations de conflictualité pour justement montrer en quoi les acteurs peuvent continuer à coopérer ensemble serait tout à fait profitable. Et le temps va s'écouler, mais comment faire pour porter ces enjeux au temps électoral? J'ai le temps de le dire ou pas de le dire, je ne sais pas. Juste, voilà, sur les programmes électoraux, Armelle a cité le travail du pacte pour la transition qui visait à avoir des propositions socles, en fait, dans les programmes municipaux. Euh, Moi, je voulais relayer le fait qu'à ces propositions, qui devraient nécessairement s'assortir de suivi ou de collectifs de suivi locaux pour les observer, ce qui va dans le lien avec votre proposition sur les observatoires locaux. Il y a un vrai travail de formation des municipalités au rôle positif qu'elles peuvent jouer vis-à-vis des acteurs associatifs pendant leur mandat, et notamment pour les défendre dans les situations d'entrave. Et voilà, je pense à toute la défense par le droit, à tout le rôle positif qu'elle pourrait avoir vis-à-vis, comme l'a rencontré la mairie de Poitiers avec l'association Alternativa. Comment ne pas renoncer à défendre ses libertés associatives collectivement entre municipalités et acteurs associatifs devant les tribunaux quand il s'agit de le faire. Voilà, pardon d'avoir été longue. Donc, c'est très bien, merci Elisabeth pour ces retours et pareil, en fait ces propositions complémentaires. Je vais tout de suite laisser la parole du coup à Hugo Bernalicis pour la France Insoumise qui est député dans le Nord. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de me laisser la parole. Alors, je vais aller assez vite sur vos propositions puisque je suis d'accord avec 100% de ces propositions. Elles sont, je crois, dans les programmes municipaux de la France Insoumise, plus généralement du Front de gauche et de la gauche en général depuis déjà un paquet d'années. Et la question qui va se poser, c'est peut-être pourquoi, alors qu'on les propose depuis des années, qu'il y a un soutien politique, finalement, elles ne sont pas vraiment mises en œuvre. Et quand elles sont mises en œuvre, c'était dit par Julien Talpin dans le chat, ça reste en bonne partie et bien souvent cosmétique ou en tout cas marginal dans les pratiques municipales. Parce qu'il y a un enjeu aussi à pas juste avoir quelque chose de vertical où il y a la municipalité d'un côté et les associations de l'autre, et il faudrait qu'elles discutent ensemble. Il y a aussi comment elles se mêlent du débat municipal en tant que tel, du conseil municipal en tant que tel, comment on prévoit cette intervention citoyenne directe et concrète. Pas juste un droit de pétition, mais aussi un droit de prise de parole dans le conseil municipal pour des citoyens qui voudraient faire valoir un point de vue et en tant que tel, mais aussi des associations et des gens très structurés. Vraiment, il y a ces enjeux-là. Donc, nous, dans le programme pour les municipales de 2026, on a tout un chapitre, hein, favoriser l'intervention populaire active et permanente qui regroupe à la fois les propositions et qui vont aussi un peu plus loin sur un certain nombre de sujets. Mais ça interpelle en réalité, y compris sur le secteur associatif, parce que je voudrais pas qu'on laisse entendre ici entre nous que toutes les associations seraient géniales, seraient bienveillantes, seraient inclusives et qu'il faudrait les associer aux pratiques municipales, etc. Voilà. À Lille, on a une structure qui s'appelait La Citadelle, qui est une structure sous statut associatif qui regroupait des gens de génération identitaire et qui avait des pratiques d'un militantisme qu'on pourrait qualifier de raciste et de fasciste. Et je ne suis pas pour qu'on coopère avec ces structures dans le cadre de la codécision ou de la co-construction ou que sais-je encore. Donc voilà, il ne s'agit pas de gommer non plus ces enjeux-là politiques qui sont importants et notamment si on veut être sincère et loyal. Sur la question du financement pluriannuel, moi je l'ai défendu avec mon groupe parlementaire et avec d'autres dans les différents textes de loi à l'Assemblée, mais vous savez, plus globalement, on est sur une pratique des institutions publiques
euh, qui est inspiré du New Public Management, qui a irrigué toutes les sphères de la société. Et donc, le fonctionnement de l'appel à projet annuel et des financements où on doit rendre des comptes tous les ans de ces actions, et avec des financements croisés du FSE, du Conseil régional, de l'État, de que sais-je encore, c'est vraiment un modèle d'organisation défendu par les libéraux. Et donc, je pense que si on veut être consistant sur le sujet. C'est pas juste pour les associations qu'il faut critiquer ce modèle-là, mais dans l'organisation de la gestion publique en général, l'organisation de la commune en particulier. Donc effectivement, ça fait sens en tout cas. Les financements, il faut qu'ils soient évidemment pluriannuels, il faut que tout le monde ait de la visibilité. C'est sans doute le rôle des communes en 2026 de jouer ce rôle-là, là où tous les autres acteurs et actrices sont défaillants à jouer ce rôle. Donc, il y a un enjeu aussi à se dire, il y a peut-être une limite aussi à tout passer par des associations. Je vais le dire différemment. On a vu des structures associatives qui sont nées de la volonté politique de satelliser une partie de leur activité sous couvert d'avoir un vernis de participation, et en fait, on a juste externalisé un service public à moindre coût en définitive. Parce que le secteur associatif paye pareil que dans la fonction publique, il n'y a pas le statut, etc. Et notamment, je pense à, je sais pas moi, au groupe SOS, à la sauvegarde pour le Nord, pour ceux qui sont du Nord, où ils remplissent clairement des missions de service public. Donc notre rôle aussi, je pense, politique, c'est pas de dire, ah, c'est chouette, ces superbes associations, il faut les aider, leur tenir. Nous, on a une proposition de remunicipalisation, de revenir en régie d'un certain nombre de services qui font sens d'être gérés par la collectivité. Pas forcément gérés directement par les élus, mais en tout cas par la collectivité, par le service public, avec la continuité du service public qui va bien. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut mettre en regard ensemble, avec effectivement la boussole qui est celle de l'intérêt général et de la volonté générale qui est associée. Et je pense que du coup, il faut effectivement assumer la conflictualité, assumer de l'organiser, assumer de faire en sorte qu'elle puisse aussi s'exprimer dans les communes. Je le dis en disant aussi, bon, on a très peu d'emprise municipale à la France insoumise pour l'instant. La plus grosse ville qu'on a, c'est Fâche-Tuménil, juste à côté. Ils ont pour l'instant mis beaucoup d'énergie à mettre en place les budgets participatifs qui n'existaient pas auparavant et à bien le structurer, bien le cadrer, y compris en lien avec des chercheuses et des chercheurs. Et donc ça demande encore à être développé, mais il faut aussi se dire qu'on ne peut pas tout faire d'un coup parce qu'à la fin, il y a une limite, hein, c'est qu'il faut que les élus y suivent et qu'ils y passent du temps. Et ce temps, il est aussi limité et contraint d'une certaine mesure. Mais en tout cas, toutes ces propositions vont dans la bonne direction, évidemment. On les partage et je nous lance un message à nous-mêmes en nous disant que effectivement on doit être à la hauteur de ce qu'on raconte dans nos programmes pour ensuite les appliquer et faire en sorte qu'on puisse avoir des webinaires suivants pour débriefer ce qui a bien fonctionné, pas bien fonctionné, là où ça a été une fausse bonne idée et là où ça a été des vrais accélérateurs de participation concrète et directe en soi de démocratie. Merci. Ok, super. Merci beaucoup pour ces réactions et pareil, les compléments qu'on a bien notés. Euh, du coup, est-ce que on prend des questions du chat? Marie et Audrey, est-ce que vous en avez recueilli quelques-unes? Oui, du coup, dans les questions qui ont été, voilà, qui sont un peu apparues, c'était donc une des premières questions, c'est très technique. C'est est-ce qu'une municipalité peut refuser un siège d'une association au sein de la maison des associations, par exemple, ce qui poserait la question aussi de à quel point il y a du lien ou pas sur l'accès aux salles et sur l'indépendance associative en lien avec une mairie. La question aussi un peu qui est revenue, on n'a pas tellement parlé du contrat d'engagement républicain, mais comment aussi les formes d'entrave qui sont liées au contrat d'engagement républicain finalement et la demande de son abrogation et comment une collectivité pourrait contribuer finalement, enfin est-ce qu'une collectivité peut contribuer en tout cas à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'entrave via le CER. Après, il y avait la question des modalités des commissions. En fait, finalement, c'était plutôt à l'intention d'Elisabeth Do et Armelle Lecause sur est-ce qu'on peut généraliser les commissions extra-municipales alors sur la manière dont en fait ces commissions mixtes en fait pourraient fonctionner, pourraient exister et comment elles sont construites.
Et il y avait un peu là une dernière question, mais qui serait plutôt sur finalement sur le panel d'intervenants. Il n'y a pas tant d'intervenants de droite. Qu'est-ce qui fait que dans ce choix organisationnel, enfin c'est en sous-texte hein, qu'on interprète cette question, mais qu'est-ce qui fait qu'en sous-texte on n'a pas forcément, en tout cas dans le panel, pas eu d'intervenants de droite. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a, voilà, je sais pas dans quel ordre, peut-être Julien sur la question du panel d'intervenants, et puis on peut peut-être laisser Sarah ou Hugo, ou après il y avait aussi Elisabeth et Armel sur la question des commissions. Peut-être Julien pour commencer, puis après un petit tour de parole. Là, à partir de maintenant, on a 20 minutes entre guillemets pour répondre aux questions. Donc s'il y a d'autres questions, elles peuvent apparaître dans le chat sans souci. Bon, sur la composition, en fait, on avait envie d'avoir un mix. Et moi, je vais être assez transparent. J'ai quand même le sentiment que sur les questions démocratiques, en fait, la gauche est quand même un peu plus investie sur ces questions-là que d'autres collectivités. Après, à des fins de pluralisme, ce serait intéressant d'échanger. Et peut-être pour l'anecdote, d'ailleurs, quand on avait présenté notre premier rapport avec l'Observatoire des libertés associatives, ça devait être fin 2019, début 2020, en fait, et on l'avait présenté à, près de l'Assemblée nationale avec un parterre assez pluraliste de députés, en fait, y compris des députés de droite, s'étaient montrés assez intéressés. Donc, il peut y avoir une tradition libérale, en fait, y compris à droite, mais qui est un peu sur le déclin, en fait, hein, me semble-t-il. Mais bon, ça, c'est un sujet de débat, mais on n'est pas hostile, et y compris à des fins stratégiques. On pourrait dire que si on veut faire bouger les lignes, au fond, à l'échelle nationale, il va falloir à un moment construire des majorités, quoi. Et je ne suis pas sûr que la gauche soit entièrement en capacité de construire des majorités de ce point de vue-là. Peut-être juste un mot, un grand merci en fait aux uns et aux autres, c'est super intéressant et stimulant. Et en fait, ça complète effectivement. Il y a des trous dans la raquette, que ce soit sur le rôle des métropoles, évidemment, même si moi je crois que sur la vie associative, les communes en fait ont encore quand même beaucoup de capacités d'impulsion. J'ai retenu aussi ce que disait Armel en fait sur la mise en œuvre des politiques publiques. Et c'est vrai qu'on est beaucoup sur le départ, en fait, le début du processus, en fait, et on insiste beaucoup. Moi, à titre personnel, je pense qu'au regard de toutes les limites de la démocratie participative, il faut aller vers des formes de démocratie directe, en fait. Et donc, il faut faire du référendum, il faut faire du RIC, etc. Et donc, si on ne donne pas du pouvoir direct, ça ne va pas le faire, en fait. Il y a une sorte de déficit de souveraineté populaire qui est considérable et que moi, je saisis dans mes enquêtes. Et la seule façon d'y remédier, c'est de donner du pouvoir. Et en fait, souvent, quand on dit co-décision, quand on dit co-construction, en fait, il n'y a pas vraiment de co-construction. En fait, il faut arrêter de se leurrer. Et l'asymétrie demeure fondamentale, en fait, entre les élus et les citoyens. Malgré tout, une fois qu'on a dit ça, je vois Elisabeth qui hoche la tête, il faudrait apporter des nuances, et je vais très vite ici, et Jean-Baptiste Jobard apporterait certainement d'autres nuances, c'est que il faut quand même se poser la question effectivement de la mise en œuvre des politiques publiques. Tout se joue pas au moment de la décision, etc. Et là, il y a des espaces un peu de collectifs et pluralistes à inventer. Dernier mot sur l'histoire des commissions mixtes. Alors, tout le monde est pour, moi je trouve ça génial. Je me permets quand même de rappeler que quasiment personne ne le fait, et ça fait quand même plusieurs décennies hein, que la gauche administre des collectivités un peu partout en France et ne le fait pas. Quand on a commencé à avancer cette idée avec l'Observatoire des libertés associatives il y a 5 ans et qu'on commençait à discuter avec des élus, des maires, etc., les gens nous regardaient avec des gros yeux en mode si on est élu, c'est pour pouvoir définir une politique associative, on ne va pas partager ce pouvoir-là. Et donc, c'est pas rien en fait de dire l'intégralité de sa politique associative va être définie collectivement. Moi, je ne connais aucun élu qui est prêt à ça. En fait, des fois, on est prêt à dire 1%, en fait. On va peut-être, en fait, donner des clopinettes qu'on va discuter collectivement. En fait, là, on ne parle pas de 1%, en fait. À Paris, c'est plus de 100 millions d'euros le budget de la vie associative, en fait, décidé par la ville, en fait. Est-ce qu'on est prêt à avoir 100 millions d'euros décidés collectivement, et pas seulement avec des citoyens tirés au sort, aussi avec des élus de l'opposition? Moi, je le redis, il y a un enjeu aussi, là, on parle beaucoup démocratie, démocratie directe, démocratie participative. Inclure des élus de l'opposition là-dedans, c'est aussi, en fait, renforcer la démocratie représentative locale. Je pense que c'est un enjeu, en fait, et qu'il faut avoir aussi le courage, à certains égards, de donner davantage de poids à l'opposition. Et je pense que la démocratisation passe par là et qu'il faut jouer sur tous les niveaux, démocratie directe, participative, associative et démocratie représentative. Et voilà, et là aussi, il y a souvent des réticences. De dire, partager le pouvoir, c'est aussi partager le pouvoir. Bah ouais. En fait, moi, je pense que si on ne prend pas ces risques-là, c'est mort. Voilà. On reste là. D'autres ont peut-être d'autres réactions. Merci, Je ne veux pas squatter la parole. Ouais, merci Julien. Juste Audrey, est-ce que tu peux nous rappeler, j'ai plus en tête la deuxième question, il me semble qu'il y avait une question sur le CER et une question un peu plus technique sur les commissions d'attribution. Peut-être sur le CER, je me dis que Antonio Delfini ou Jean-Baptiste Jobard peuvent aussi réagir pour compléter là-dessus, puisque
Ils en connaissent un rayon là-dessus. Oui, bah, très bien. Ouais, oui, effectivement, il y avait la question du contrat d'engagement républicain et il y avait la question de comment généraliser les commissions extra-municipales. Et après, une question peut-être sur, mais qui est arrivée après. Marie, si tu veux la redire. Oui, une question justement sur le fonctionnement démocratique et comment intégrer les associations dont on ne partage pas les valeurs ou complètement à ce processus démocratique. Donc, question de Antoine Gontier pour Monsieur Bernalicis notamment. Et comment participer à cette démocratisation en incluant tout type d'acteurs, même ceux éloignés de nos valeurs. Donc peut-être Antonio ou JB sur le CER, et puis après, peut-être on redonne la parole rapidement à Elisabeth Armel, et puis Sarah et Hugo en termes d'équilibre de prise de parole. Sauf si Sarah, tu veux démarrer en premier, mais Antonio, peut-être très vite, si tu es là, ou JB, et puis Sarah. JB, vas-y. Ouais, bah, je ne sais pas si tu veux compléter, Antonio, mais en fait, moi, j'ai mis sur le chat l'expérience, j'ai partagé l'expérience qu'on a vécue avec la mairie de Paris en tant que membre du Conseil parisien des associations, où la mairie de Paris avait signé la charte des engagements réciproques en juillet 2019, c'est-à-dire avant la loi qui instaure le contrat d'engagement républicain. Et donc, avec le CPA, on a obtenu que dans le règlement intérieur, on ait la possibilité d'intervenir 2 fois par an en conseil municipal. Et la toute première intervention a porté sur la compatibilité entre les deux CER, charte des engagements réciproques et contrat d'engagement républicain, pour apporter la conclusion que ce n'était pas compatible. Et concrètement, on en a profité pour réaffirmer la charte des engagements réciproques, qui est une manière en fait de construire un garde-fou, y compris par rapport à des associations qui seraient délictueuses, quoi, au regard de la loi, sur des comportements ou des propos racistes, etc., etc. Et on a aussi inauguré une instance de médiation qui se rapproche beaucoup d'une des propositions. Simplement pour dire que, du coup, ce qui semble important, et j'ai oublié l'idée ah oui, ouais, c'est que si le contrat d'engagement républicain existe, c'est quelque part qu'il y a un présupposé que les associations sont pas assez contrôlées, qu'il faut renforcer ces contrôles-là. Or, c'est une idée reçue qui est fausse. Les associations sont largement contrôlées. Si on se rassure sur ce point de vue-là, on désactive en fait la raison d'être du contrat d'engagement républicain. Donc, c'était juste pour dire que je pense qu'au niveau local, on peut intervenir sur ce sujet de cette manière-là. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Antonio. Non, peut-être juste un élément pour dire que sur le contrat d'engagement républicain, il va y avoir en réalité 3 procès qui vont arriver dans les prochains mois de 3 associations donc, qui ont été directement impactées par le dispositif et que ça va être des procès alors qui sont souvent sur des petites associations locales. Mais des procès auxquels il va falloir donner un enjeu national en fait et une portée nationale pour pouvoir entériner une jurisprudence qui se construit tout doucement sur quelques cas, 2 ou 3 tout au plus pour l'instant, et qui est en défaveur en fait du dispositif et en défaveur des institutions qui le mobilisent. Donc voilà, ça aussi c'est un rendez-vous que je mets là maintenant au pot commun. Dans les prochains mois, il faudra à Poitiers avec la compagnie Arlette Moreau, à Lille avec l'atelier populaire d'urbanisme, à Brest avec une radio associative, pouvoir suivre ces procès-là, leur donner une portée nationale et faire en sorte que le dispositif devienne inopérant dans les faits. Sarah qui avait demandé la parole. Sarah, si tu veux y aller, vas-y. Ouais, merci Audrey. Euh, Sur la droite et la démocratie, clairement, dans aucune collectivité tenue par la droite, l'opposition à la présidence de la commission des finances, typiquement. Ça, c'est clairement un des sujets qui est plus porté par la gauche et les écolos. Enfin, on voit bien qu'en effet, le contrat d'engagement républicain est porté par la droite avec des ambitions qui n'ont rien à voir en fait avec lutter contre le terrorisme, hein, mais au contraire pour museler la pensée critique, la pensée scientifique, etc. Nous, quand on a monté au niveau des écologistes une tribune dans Le Monde il y a 2 ans
des élus locaux contre le contrat d'engagement républicain. On voulait que ça soit une tribune républicaine, en fait, de tous les élus locaux. On a eu 650 élus locaux qui ont participé et en fait, on a eu 0 élu de droite, mais 0. Donc voilà, et on a eu 47 élus socialistes. Je pense qu'il faut aussi le dire. Dans la logique en fait d'instrumentalisation du monde associatif, il y a ça aussi. C'est que vraiment la culture, elle doit aussi, et je vais retomber sur comment est-ce qu'on travaille avec les oppositions en règle générale, il est fondamental que l'on finance des associations avec qui on n'est pas d'accord. Enfin, je pense qu'à un moment donné, notre ambition politique, elle est de venir nourrir le débat et de le respecter, et de respecter les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc, c'est facile, en fait. Il y a quand même la loi qui rappelle ce que c'est que l'intérêt général, qui rappelle on n'a pas besoin du contrat d'engagement républicain pour dire les valeurs de la République, etc. Mais évidemment qu'une association d'extrême droite qui est antisémite, qui est islamophobe, qui est LGBTQIA+ophobe, eh ben, en fait, on la finance pas. Et non, elle n'a pas accès à un certain nombre d'outils de la chose publique. Elle ne participe pas au débat public, elle ne déverse que de la haine. Donc la loi, en fait, est là pour protéger. Par contre, il faut en effet que les collectivités puissent avoir un tout petit peu de courage politique. Et donc, typiquement, appliquer le contrat d'engagement républicain quand on est une collectivité, c'est la loi. Mais on peut aussi décider d'être dans la désobéissance civile et de ne pas mettre en place en fait cette petite case à cocher et de ne pas utiliser, ou alors de ne pas utiliser, de prendre cet engagement-là, de ne jamais utiliser le contrat d'engagement républicain dans sa relation avec le monde associatif. Donc voilà, il y a des communes qui affichent le drapeau palestinien, bah oui, ben voilà, on peut en fait, quand on est au pouvoir, on peut, c'est bête, mais je pense qu'il faut quand même pouvoir le répéter. Donc sur les commissions d'attribution, clairement, il y a un vrai enjeu en fait d'avoir des élus qui viennent de ce monde-là, qui soient des élus citoyens et qui savent les difficultés que ça pose, mais qui ne lâcheront pas le sujet, et qui feront en sorte que nous, les élus locaux issus des partis, on sache partager le pouvoir. Je pense que vraiment, c'est extrêmement important. Est-ce que Elisabeth ou Armel, vous voulez prendre voilà, quelques minutes aussi pour répondre, commenter? On a encore à peu près 6-7 minutes avant d'embrayer sur la deuxième partie de ce webinaire et retrouver la sonnerie du timer que tout le monde a désormais découvert. Est-ce que Armel, tu veux y aller? Je veux bien dire un petit mot sur, puisqu'on est potentiellement interpellé notamment sur la question des commissions mixtes. Moi, je voulais souscrire x10 à ce que tu évoquais, Julien, sur plus de pouvoir, alors, et aux citoyennes et aux citoyens, et plus de pouvoir aux associations, notamment plus de pouvoir d'interpellation et plus de pouvoir de référendum local, etc. Pour moi, le gros enjeu et le gros sujet, c'est comment est-ce qu'on vient toucher à la décision. Tu faisais une référence en introduction au livre de Manon Loisel et Nicolas Rio sur En finir avec la démocratie participative, je crois. Il y a pour moi une vraie question de comment est-ce qu'on vient toucher à des choses où il y a des enjeux, où il y a du pouvoir, et la question des subventions au secteur associatif, il y a des enjeux, il y a du pouvoir, il y a des moyens à ces endroits-là. C'est le cas aussi sur d'autres politiques publiques. Et clairement, il y a des retours d'expérience d'un nombre croissant d'expériences de terrain local qui montrent que c'est tout à fait possible d'avoir autour d'une même table des personnes qui ont des intérêts divergents, qui viennent d'endroits différents, qui viennent du tirage au sort pour certains, de l'élection pour d'autres, de l'expertise technique et administrative pour d'autres, et d'aller sur une codécision, mais qui n'est pas un mot utilisé en mot valise, ou voilà, qui est une véritable codécision. Aujourd'hui, ça, c'est illégal, c'est-à-dire qu'il y a différents dispositifs qui sont fait retoquer, notamment à Grenoble, à Poitiers, parce que la décision est censée être prise par le conseil municipal. Ça n'empêche qu'il est possible d'avoir des élus et une majorité municipale qui, à un moment, vient dire nous, on s'engage à ce que ce qui sera décidé dans cet endroit avec des citoyennes et des citoyens tirés au sort, avec des acteurs associatifs ou d'autres acteurs qui sont autour de la table, on le soutiendra et on fera en sorte qu'il soit voté en conseil municipal. Et donc, nous, c'est ce qu'on pousse. Il y a probablement quelque chose qui est du plaidoyer qui est à faire à une échelle nationale pour que dans le Code des collectivités territoriales, il soit demain possible d'avoir la décision qui se passe avec ces logiques de codécision et du coup qui ne soit pas dévolue uniquement au conseil municipal, au sein du conseil municipal, tant que c'est la collectivité qui décide de s'ouvrir ou de se dessaisir de certaines décisions pour les mettre dans d'autres dispositifs. Mais en tout cas, les retours d'expérience montrent que
imaginer le fonctionnement de la démocratie uniquement comme un fonctionnement sous forme de rapport de force issu de l'élection entre une majorité et une opposition ou des oppositions, et tant qu'on réussit à avoir 50% plus 1, on réussit à imposer notre vue. Ça, c'est quand même une conception très courante et très française, d'ailleurs, au local et encore plus à l'échelle nationale. Il y a un changement de paradigme possible, il y a d'autres manières possibles d'imaginer la pratique du pouvoir et de la décision. Et le fait d'avoir des exercices d'intelligence collective, de la facilitation qui permet à un groupe qui vient encore une fois d'endroits différents de se mettre d'accord sur quelque chose et de prendre des décisions collectivement en trouvant un accord. Et en fait, c'est par là qu'il faut aller. Et pour moi, évidemment, les associations doivent être autour de la table avec d'autres acteurs, notamment citoyennes et citoyens tirés au sort. Merci beaucoup, Armel. Est-ce que Elisabeth, tu veux redire quelques mots également pour Oui, je prolonger? veux bien dire quelques mots. Je m'excuse par le fond sonore. Un train m'a obligé à aller dans un coworking avec de la bonne musique derrière moi. Donc, excusez-moi si c'est un peu bruyant. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit, juste pour dire, pour moi, la condition, c'est la sincérité politique. Le texte et le cadre institutionnel et légal aujourd'hui ne permettent pas à un conseil municipal de lui opposer une autre volonté que la sienne. Et donc, tous les exemples inspirants que l'on a de codécision sont des exemples de sincérité politique et de subversivité. Donc, en fait, comment, dans les marges légales et institutionnelles des municipalités aujourd'hui font codécision avec des habitants, donnent des droits à ce qu'elles appellent plutôt les minorités que l'opposition dans le vivier, notamment des communes participatives, opèrent des résistances discrètes. Parce que c'est ça aussi qui nous a été dit. En fait, les municipalités, elles ont aussi des leviers au local pour faire accéder des locaux, pour protéger des associations, pour protéger des individus. Et donc, voilà, pour garantir l'égalité d'accès aux services publics, pour garantir des mécanismes d'intégrité au moment d'allouer des fonds à certains nombres d'acteurs, mais elles le feront peut-être pas sous tous les toits. Ce que je voulais peut-être pointer et qu'on a peu dit, en fait, enfin, pour répondre aux commissions extra-municipales, les commissions extra-municipales, elles sont donc consultatives, il faut le rappeler. Elles ne sont pas décisionnelles. Donc, du coup, il faut la sincérité politique pour que le résultat du travail conjoint à l'intérieur de ces espaces de co-construction, les élus s'obligent à le respecter in fine. Donc, ça peut être d'autres formes, hein, ça peut être des groupes de travail, ça peut être des assemblées sur voilà, l'allocation de budget ou sur le budget municipal. Enfin, Julien et Jean-Baptiste, vous mentionniez les budgets assez faramineux d'une ville de Paris destinés aux associations. Ben, comment on peut penser des formes de pluralistes et de démocratiques de réflexion autour de l'allocation de ces budgets, des directions qu'ils vont prendre, à quels enjeux ils vont répondre, et que ça, on ne le pense pas dans la boîte noire des élus qui ont la main sur les finances, en fait. Donc ça peut être intéressant. Mais les deux autres points que je voulais mentionner, c'est l'aspect de coalition politique, en fait. À quel moment les pouvoirs municipaux font coalition. J'entends Sarah Persil qui dit ben, au moment du CER, quand on fait des tribunes, on n'a pas de soutien politique alors que ça heurte et ça touche et ça mobilise par ailleurs. Donc, comment on orchestre cette mobilisation? Et j'allais dire comment on l'orchestre aussi, je pense à des voies d'assistance juridique mutualisée. Vous connaissez le cas de la ville de Poitiers, qui nous écoute certainement, en fait, hein, qui a connu 8 déférés préfectoraux en 3 ans, là où ils en avaient connu 3 en 30 ans. Sur des points qui touchent complètement à l'ambition démocratique, mener une assemblée citoyenne, indemniser des citoyens précaires, donner une subvention à une association qui fait de la pédagogie autour des enjeux climatiques, prendre des parts dans une cycle locale de fermes maraîchères et agricoles, sont autant d'entraves à la démocratie, et laisser cette municipalité seule avec les moyens administratifs, économiques, de temps que va prendre ces joutes devant la justice. Moi, je me demande aussi dans quelle mesure
On a un petit manuel d'autodéfense des collectivités locales face à ces cas d'entrave aux libertés associatives, comment on mutualise des assistants juridiques pour ne pas banaliser et ne pas laisser passer ces cas d'entrave et que les municipalités soient plus fortes autour de ces cas d'entrave pour les défendre plus régulièrement, défendre la démocratie devant les tribunaux, malheureusement. C'est ce qui se pratique aussi beaucoup. Et comment on renforce ces capacités-là et on coalise aussi les pouvoirs municipaux. Je ne sais pas s'il faut penser à des actions collectives municipales autour de ces cas d'entrave, mais au bout d'un moment, face aux préfectures et à l'État, ou face à toute tentative autoritaire, qu'elle soit régionalisée ou autre, il faut pouvoir tenir les digues démocratiques. Et il y a peut-être un enjeu aussi à ce niveau-là. Je voulais juste l'évoquer ici. Merci beaucoup à tous, à Elisabeth pour ces réflexions très enrichissantes. On va revenir sur la dernière question, celle pour Hugo Bernalicis, sur l'intégration des associations avec lesquelles on n'est pas toujours aligné en termes de valeurs, à la fois de l'opposition et qui a été mis en perspective aussi par Dominique Paturel sur au-delà des assauts de droite, parce que là, on est en train de penser à ça, il y a également les collectifs et les associations qui portent des postures radicales et qui parfois ne sont pas intégrés très concrètement au processus démocratique interne. Comment penser la participation de tous, que ce soit et par la droite et par la gauche, à cette démocratisation et ces interpellations et cette prise de participation démocratique? Ouais, clairement, pour aller vite, c'est une question, ça a été dit juste avant, de sincérité politique et de volonté politique que de le faire, puisque la loi n'oblige à rien. Donc, deux choix s'offrent à nous, soit attendre qu'on arrive à changer la loi pour imposer des systèmes démocratiques où on est obligé d'intégrer l'opposition dans telle ou telle commission et qu'on on sanctuarise l'existence d'une commission d'attribution des financements pour les associations. Comme c'est là où l'attribution de la présidence de la commission des finances, un peu comme à l'Assemblée, voilà, soit on attend qu'on le mette dans la loi, soit on le fait directement nous-mêmes. Et moi, je pense que il faut faire les deux. Toutes les batailles sont bonnes à mener. Je le dis souvent. Voilà, s'il y a des batailles juridiques à mener, on les mène. S'il y a des mobilisations populaires à engager, des rapports de force, des manifestations devant les préfectures avec des administrés et les élus eux-mêmes pour vis-à-vis d'annulation de décisions prises par les préfectures, il faut le faire aussi. Enfin voilà, c'est un ensemble. Je pense qu'il faut utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition dans le, dans le répertoire militant pour pouvoir mener ces batailles-là. Moi, je crois que, et je le disais en commentaire dans le chat, la difficulté aujourd'hui, c'est que une municipalité, une commune, c'est la commune de la Ve République. La Ve République, c'est pas que la présidence de la République qui concentre tous les pouvoirs, c'est aussi le maire qui concentre tous les pouvoirs et en soi son conseil municipal. Donc ça demande un effort colossal pour tout le monde de se départir de tout ça et que c'est beaucoup plus facile en réalité de financer les associations amies, de ne pas financer les associations amies, de filer des salles à ceux qui nous sont des relais politiques et à ne pas filer des salles à ceux qui ne sont pas des relais politiques pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et que ce schéma-là, il fonctionne pas trop mal pour ceux qui veulent se maintenir au pouvoir. On est en période municipale, moi-même, je vois des tas d'associations et on peut nous-mêmes, politiquement, leur donner le conseil en disant c'est les municipales en 2026, c'est le moment d'aller réclamer des subventions parce que comme ça va être les municipales, ils ne pourront pas vous dire non, ils ont besoin de vous comme relais. Et donc, monnayez ce système clientéliste vous-même dans votre propre intérêt. Et tout le monde fait ça dans cette période électorale. C'est quand même, et c'est assez lunaire. Bon, voilà. Moi, je pense en tout cas, c'est ma manière de faire de la politique et de mon groupe parlementaire, qu'il faut assumer la conflictualité, qu'elle permet de créer de la conscience et qu'elle permet d'entraîner plus largement. Donc, conflictualité avec l'État, avec la préfecture, d'assumer de financer des associations que l'État refuse de financer ou dont il a rompu le contrat d'engagement républicain, etc., etc. Bon, voilà un peu, je pense que ce qu'il faut faire. Mais en clair, je ne vais pas quand même donner de fausses illusions. Aujourd'hui, en l'état de l'Assemblée nationale, des rapports de force à l'Assemblée nationale, c'est même pas la peine d'imaginer une abrogation du contrat d'engagement républicain. Enfin, je veux dire, vu ce qu'on est en train de voter en ce moment, de textes tous les plus à droite les uns que les autres dans un bloc central qui comprend évidemment le MoDem avec François Bayrou, là où on aurait pu se dire bah le MoDem quand même avait une culture. Bon, je me suis jamais dit ça à titre personnel, mais enfin, c'est ce certains pouvaient se dire. Là, ils ne tiennent que grâce au vote du Rassemblement national pour le passage de leur texte de loi successifs. Voilà, donc
Donc, c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir changer ça, si ce n'est aux prochaines législatives s'il y a une dissolution ou en 2027, évidemment, pour la suite. Donc, il faut une volonté politique farouche locale pour pouvoir aller dans les directions qui sont proposées là. Et c'est encore une fois, c'est une interpellation à nous-mêmes parce que je pense qu'il faut rester, comme le disait Julien Talpin dans le chat, très humble vis-à-vis de ce que produit la gauche aujourd'hui en termes de liberté associative et de tout ce qu'on se raconte là aujourd'hui. Voilà, on est quand même au balbutiement plus qu'à la consolidation de choses déjà très déployées. Bah, on va tout de suite enchaîner puisqu'en fait, il nous reste encore 3 intervenants donc qui vont revenir finalement sur les 7 propositions et peut-être que bah, voilà, ça aurait pu leur réflexion aura pu aussi être alimentée à travers tout ce qu'on s'est dit là. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Sylvie Barnezet qui est déléguée générale de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. Bonjour, merci. Alors effectivement, il y a plein de choses qui ont été dites que j'aurais pu dire, donc je vais être certainement assez rapide. Merci beaucoup. Et effectivement, nous-mêmes en tant qu'association, on est bien dans dans ce moment-là, dans cette galère-là, entre des subventions qui baissent et des collectivités locales. On peut le dire aussi, hein, des collectivités locales qui elles-mêmes sont dans des difficultés financières demandées par le gouvernement aujourd'hui, dans une seringue financière. Et du coup, assez facilement, ce sont les associations qui en pâtissent en premier. C'est-à-dire que c'est plus facile pour les collectivités locales de réduire les subventions, voire de les couper. Nous, on en a plusieurs hein, qui nous ont dit « Ah, bah, cette année, on ne peut pas. » Ah bah oui, et du coup, c'est plus facilement les associations qui pâtissent en cascade de la demande du gouvernement auprès des collectivités locales. Or, effectivement, vous l'avez largement dit, hein, les associations sans vie associative, pas de vie démocratique. En tout cas, c'est un des piliers, effectivement, de la vie démocratique. Après, c'est vrai que sur les questions de participation citoyenne, pendant de nombreuses années, on est allé chercher le citoyen lambda, une espèce de rêve ou de mythe d'un citoyen lambda hors de tout engagement, implication, qui serait le citoyen idéal du point de vue des collectivités, en mettant de côté justement l'engagement collectif, le côté, on ne serait plus neutre parce qu'on serait engagé dans des associations, où on serait collectif, etc. Je pense qu'aujourd'hui, et heureusement en boomerang, finalement, toute cette mise de côté et cette non-articulation entre démocratie participative et vie associative nous revient en boomerang très fortement. Et effectivement, ce qu'il nous semble, c'est qu'il faut articuler les deux. En fait, hein, il y a le pilier associatif que vous portez très fortement, mais qui ne vient pas forcément remplacer la démocratie participative avec tous les défauts qu'elle peut avoir dans un contexte démocratique qui est le nôtre. Et du coup, à l'ICPC, à l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, on travaille sur des défis pour la participation citoyenne pour 2026. Donc, un peu comme vous tous, on se dit, bah, en fait, 2026, c'est un temps intéressant parce que à la fois les élus, enfin, tous les praticiens, toutes les personnes qui travaillent sur les territoires vont se reposer cette question démocratique. Et du coup, il y a quand même un certain nombre de défis, en tout cas d'enjeux, qui sont à poser, qu'on soit association ou autre finalement, ou qu'on souhaite s'engager dans la vie démocratique locale. La question d'une information de qualité et sourcée, parce qu'effectivement, quand on peut être association, on peut avoir un point de vue tellement, on va dire, vindicatif, je ne sais pas, le mot est peut-être pas bien trouvé, mais que la question de la diversité des sources d'information peut être posée, mais du point de vue des collectivités aussi. Donc, c'est un vrai enjeu, la question de l'information. La question du plus grand nombre et de la diversité, effectivement, donc Julien Tapin travaille beaucoup, hein, de la diversité des expressions dans les différents territoires, les quartiers populaires, etc., pas uniquement. La question de la reconnaissance de l'engagement citoyen, qu'on soit collectif
collectif ou individu, en tout cas en tant qu'individu, on a le droit de s'exprimer. Et la question de la reconnaissance de son engagement en tant qu'individu, elle doit être aussi prise en compte. Et bien sûr, vous en avez parlé, l'impact sur la décision et comment l'institution, en fait, se transforme pour être plus ouverte, vous l'avez dit, au débat, au conflit, etc. Et puis, un des éléments importants, nous semble-t-il, c'est la question de la structuration des espaces de délibération. C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer le conflit, faire rentrer l'expression, mais il faut avoir des temps délibératifs pour construire cet échange. Et là, la participation citoyenne sait faire, sait largement faire ça. En tout cas, ces dernières années, elle a beaucoup travaillé là-dessus. Avec effectivement, deux petites interrogations. On le sait aujourd'hui quand même que même les dispositifs hyper intéressants comme le droit d'interpellation n'arrivent pas à associer les plus éloignés. On sait que ce sont effectivement les collectifs déjà très structurés qui ont la capacité à se mobiliser, qui le font. C'est la même chose sur les budgets participatifs, on le sait bien. Donc attention aux dispositifs finalement et que toute la démarche d'aller vers, de construire ce travail de proximité est certainement essentiel pour diversifier les dispositifs qui ne se suffisent pas eux-mêmes. Et effectivement, du coup, ça renvoie au cadre de confiance entre institutions, collectivités, associations. Et vous l'avez déjà dit, je pense que ce n'est pas parce qu'on est association qu'on est démocratique, qu'on a une gouvernance démocratique. Donc peut-être que la question des critères, effectivement, mais c'est pareil, Julien l'a posé, vous l'avez posé. Et peut-être que quand même, il y a des associations dont vous n'avez quasiment pas parlé, c'est des associations d'éducation populaire. Donc, je pense que ça, il faut vraiment qu'on travaille sur ce sujet-là. Et juste la fin, bravo sur la réorientation du budget participatif en budget d'interpellation. Je trouve que là, il y a une voie vraiment intéressante. Bravo sur l'idée de territoire refuge. Et puis, oui, pour le lien entre association et réseau. Et merci pour ce temps-là. Merci Sylvie pour aussi tes réactions, voilà, aussi un petit peu à chaud par rapport à ce qui a été dit, les compléments et les retours sur le plaidoyer qu'on a proposé. Je vais peut-être laisser la parole, donc si elle est connectée, à Chloé Ridel. Députée européenne pour le Parti socialiste? Non, pas, pas présente. Ok, bon, bah, elle va peut-être nous rejoindre plus tard. Elle m'a dit qu'en fait, elle pouvait se connecter qu'à partir de midi. Du coup, je vais laisser la parole à Hilaria Cassillo, qui est vice-présidente de la CNDP. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Juste pour info pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, la Commission nationale du débat public, c'est une instance de démocratie environnementale. C'est une autorité publique, administrative et indépendante, donc un organisme public qui gère les procédures de participation citoyenne dans le cadre de procédures environnementales. C'est une instance qui a aussi été sous attaque dans les dernières semaines parce qu'elle a été menacée de suppression, parce que nous faisons aussi une chose très particulière, nous gérons la parole contraire parfois par rapport au projet. Donc, on a cette réputation de machine en opposition, qui tuerait les projets qui font le futur de la réindustrialisation française. Bref, c'est une institution qui s'occupe à la fois des démocraties participatives, des questions environnementales, mais beaucoup d'échanges et, comme je disais tout à l'heure, de gestion de points de vue opposés, diversifiés, très en opposition, on va dire, les uns contre les autres. C'est pourquoi vos propositions nous intéressent et nous interpellent beaucoup à la fois. Elles interpellent aussi nos pratiques. Elles sont toutes très intéressantes et d'ailleurs, je vous invite aussi à faire en sorte que tout un tas d'instances qui sont censées s'occuper de débats et de démocratie, je pense à la défenseur des droits, je pense au CESE, je pense à nous, devraient se saisir davantage de ce que vous portez. Nous devrons aussi le relayer parce que je considère que ça fait partie de nos missions. Une des missions de la CNDP méconnue, c'est la diffusion de la culture de la participation. Je considère que
porter, soutenir des propositions comme les vôtres ferait partie de notre mission de diffusion de la culture de la participation. Au moins, ça nous aiderait à structurer cette question, à la porter davantage dans la sphère publique. Donc, la défenseure des droits, je pense, elle pourrait être beaucoup intéressée à tout un nombre de propositions, tout un tas de propositions que vous portez. Je réagirai aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur ce qui fait la CNDP, c'est pas ça l'objet de cela, mais en tout cas, c'est vrai que nous agissons à une échelle beaucoup plus nationale. On gère des gros projets, mais vis-à-vis donc le nucléaire, l'éolien, les déchetteries, enfin des gros projets aussi que structurent parfois l'économie du pays et qui ont un impact non négligeable sur l'environnement, mais par rapport auquel tout un tas de populations les plus éloignées, les plus démunies, sont en réalité énormément impactées et nous mesurons aussi la difficulté d'arriver à les toucher pour les porter effectivement à l'intérieur des débats ou des procédures participatives. Et nous constatons, comme vous parfois, un mépris de tout un tas d'acteurs associatifs ou des collectifs qui ne sont même pas constitués en association, qui n'auraient presque pas le même droit de parole que d'autres types d'associations ou de collectifs. Ce qu'on constate beaucoup, c'est que souvent, si on est une association environnementale, et encore, voilà, à la limite, on peut vous écouter, mais quand vous êtes un autre type d'association, voilà, c'est encore plus difficile d'être reconnu dans le cadre d'une procédure environnementale. Alors, je réagirai surtout sur 3 propositions. La première est celle de la médiation. La CNDP, parce qu'il a été question de la CNDP, quelqu'un l'a cité, je crois que c'était toi, Julien. La CNDP a déjà une mission les textes appellent de conciliation. La particularité de cette mission, c'est que les 2 parties, on va dire que ces disputes, doivent venir voir conjointement la CNDP. Et tenez-vous bien, depuis 30 ans, même si cette disposition existe depuis 2016, elle n'a jamais été activée parce que, en général, c'est les pouvoirs publics, l'autre contrepartie qui bloque pour aller voir la CNDP. Donc, il faudrait être un peu malin dans la manière dont peut-être on le reformule pour que voilà, qui a dit que peut-être les 2 parties peut-être une partie suffit, enfin voilà, en tout cas, donner peut-être une marge de manœuvre à ce tiers garant qui pourrait effectuer la médiation-conciliation pour forcer un peu la main à une des parties, voilà, pour dire, voilà, essayons quand même de la faire, cette conciliation, voilà, pour être un peu proactif. À l'État, nous n'avons aucune marge pour être proactif, pour essayer un peu de convaincre une des parties à médier, à faire partie d'un dispositif de conciliation. Et là aussi, il faudrait être aussi un peu plus clair sur quoi ça peut déboucher, sur quoi ça ne peut pas déboucher. Mais ça me semble très intéressant de l'activer et de le porter. Une autre chose, c'est une autre proposition qui résonne beaucoup pour la CNDP, mais aussi pour moi, à titre personnel, qui a siégé dans une autre autorité indépendante en Italie, en Toscane, qui, elle, avait la mission de gérer un fonds citoyen, c'est-à-dire on pouvait financer des projets portés directement par des collectifs, même si ces collectifs n'étaient pas reconnus en association, ce que je trouve très important et très avant-gardiste, parce que donner de l'argent à des gens qui décident de se réunir sans même pas se constituer en association, c'est quand même un peu, je trouve, un acte, on va dire, de confiance. Donc, c'était un système qui était très poussé. Donc, ça me parle beaucoup, la proposition du fonds d'interpellation. Vraiment, je mettrais une petite alerte sur la sémantique que vous utilisez au démarrage, vu le contexte actuel. Dire que ce fonds d'interpellation va chercher des gens pour, voilà, c'est pour voilà, créer c'était des habitants, émerger leur colère, accompagner la construction de revendications. Je partage à 300%, c'est pas ça. Mais si on veut le faire passer, peut-être retravailler la sémantique me semble opportun. Pourquoi? Je vous fais un exemple très, très simple. Quand on finançait en Italie des projets portés par des collectifs, et on demandait que ces projets aient juste une approche participative, démocratique, comment il allait les chercher à l'université des publics, qu'est-ce qu'il voulait faire, même s'il nous proposait d'avoir des moments d'échange, de financer des moments d'échange qui visaient à remettre en question des projets portés par une mairie. Eh bien, vous voyez, quand nous, on évaluait sur quoi on te donne de l'argent, comme projet que tu as, on va dire, même si c'est très large, ça nous permettait aussi de contrer les fameuses associations un peu d'extrême droite ou qui portent des valeurs difficiles. Je veux dire par là que une fois quand on travaillait sur qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que je dois financer, c'était plus facile pour nous démasquer certaines attitudes de certaines associations, et on en a eu. Tandis que vous, si vous financez de manière générale une activité pour se financer,
c'est compliqué, et je termine, voilà, de composer avec la diversité des associations qui peuvent arriver. Autre chose, et je termine sur la question de l'accès aux locaux, pourquoi pas aussi solliciter, lorsque c'est possible, des instances nationales. La CNDP a des locaux, le CESE a des locaux, toutes les associations ne sont pas parisiennes, bien évidemment, je dis lorsque c'est possible, encore une fois, pour que ces instances fassent aussi leur travail de maison de citoyens quoi, et des citoyennes. Ça me paraît important, c'est peut-être une idée parmi d'autres. En tout cas, les rappeler aussi, les mettre à contribution dans la logistique démocratique, on va dire, des associations. Et enfin, juste une petite alerte, j'ai beaucoup entendu le conflit, un peu accueillir le conflit, je suis d'accord, dans les instances de démocratie participative. Parfois, le conflit, il ne faut pas l'accueillir dans un espace de délibération parce que ça signifie l'étendre. Il faut tout d'abord reconnaître le droit d'existence en parole contraire et en désaccord fécond, comme disait un sociologue, parce que, attention, pour le vivre depuis des années à la CNDP, si on considère que le dispositif de délibération est là pour gérer, canaliser les conflits, je pense qu'on va perdre en reconnaissance la charge oui, d'opposition, d'alternative qui parfois est portée par certains collectifs. Donc, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, on va dire, de la gestion des conflits. L'approche délibérative, ça vous paraît bizarre que ce soit la CNDP qui le dit, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater pendant des années et de mon point, donc soutien total à vos préconisations et à vos propositions. Je m'arrête là. Bien, merci, merci beaucoup. C'est intéressant d'avoir en fait ce regard d'une instance qui travaille plus au niveau national sur ces enjeux. Donc, je pense qu'il y a des pistes de collaboration future aussi à creuser. Audrey, Marie, est-ce qu'il y a des questions qui sont restées en suspens dans le chat qui pourraient être adressées aux deux intervenantes qui viennent de... Ouais. Oui, du coup, il y a bon, davantage aussi des questions sur les outils et sur les choses qui sont partagées. Peut-être juste signaler qu'il y aura un compte-rendu qui sera transmis en fait à l'ensemble des personnes inscrites avec l'ensemble des ressources, la présentation des intervenants et intervenantes. Et vous pourrez réécouter aussi en podcast sur Spotify le webinaire ici. Et sur peut-être les questions, il y avait une demande sur les territoires finalement d'avoir des exemples concrets de comment ça se passe. Et je pense que Léa, peut-être tu pourrais dire deux mots sur concrètement les territoires d'interpellation sur lesquels il y a déjà soit des dispositifs, des tentatives, et qu'est-ce que ça recouvre concrètement et qui pourrait être en matière de bonnes pratiques. Et peut-être du coup, après, comme il nous restera à peine un quart d'heure, on pourra repartager les propositions et vous demander collectivement via un sondage ici de dire comment vous, vous imaginez pouvoir porter finalement ces propositions, quelles sont les modalités, en fait, les conditions nécessaires qui nous permettraient de porter en fait ces propositions collectivement, peu importe en fait qu'on soit une asso, un politique, voilà. Donc peut-être Léa, deux, trois mots sur les territoires et après on passe au sondage. Ouais, alors deux, trois éléments là-dessus. C'est vrai qu'avec l'Institut Alinsky, on accompagne en fait 9 territoires qui bah, voilà, ont envie de développer leur politique publique autour de la démocratie d'interpellation. Donc certains ont déjà des dispositifs en cours, d'autres sont en train de les construire. On le fait notamment avec Antoine Gontier qui est chargé de mission à la ville de Grenoble, parce que c'est vrai que la ville de Grenoble, en fait, c'est celle qui a le plus d'antériorité sur la mise en place d'un droit d'interpellation. Du coup, je vous conseille de jeter un œil à cette thèse qu'il a mis dans le chat, qui est très intéressante là-dessus. Pour vous dire concrètement sur les territoires qu'on accompagne, bah là, il y a une nouvelle qui est assez intéressante en fait sur la ville de Poitiers. Il y a un collectif de locataires qui a interpellé la ville et qui a atteint le seuil des 900, plus de 900 signatures. Et en fait, les pétitionnaires ont pu mettre à l'ordre du jour du conseil municipal la question de leur relation avec leur bailleur social. Donc, ce qui a ouvert en fait bah, une réflexion en interne de la majorité et ce qui a imposé le fait de donner des réponses. Et il y a des engagements assez précieux pour les locataires qui ont été pris. Sur Villeurbanne, Strasbourg, les questions qui se posent, c'est finalement comment on vient outiller et soutenir les collectifs et les associations qui vont en fait mobiliser et faire émerger les interpellations, notamment sur bah voilà, ce qui est en réflexion, c'est finalement le fonds d'interpellation, mais aussi des subventions, community organizing, en fait, subventions qui pourraient vraiment être fléchées pour soutenir les mobilisations et les acteurs en fait qui favorisent ces mobilisations citoyennes. Ce qu'on peut voir en fait
quand même, c'est que comme on a l'approche des municipales, il y a pas mal de choses qui sont un peu freinées, bloquées, parce qu'on arrive en période de bientôt de réserve, et en fait, on s'aperçoit que dans certains cas, voilà, sur les 9 territoires, bah, les cabinets peuvent être de temps en temps assez bloquants, quoi. Donc, c'est pas forcément la meilleure période pour activer et lancer des dispositifs, bien que finalement, cet accompagnement, il nous permet de voir un peu tous les leviers qu'il faut aller activer si on veut vraiment parler de ça. Et pour moi, ils sont à plusieurs étages, plusieurs échelles, quoi. C'est à la fois bah voilà, formation des élus, des agents, du cabinet, et surtout pour embarquer les acteurs de terrain, parce qu'en fait, encore une fois, si on crée un dispositif tel quel, et ben en fait, il va pas fonctionner. Il faut absolument que les associations, les centres sociaux, les corps intermédiaires, au fait, puissent se saisir de ces questions-là d'interpellation, et c'est aussi la manière de les relégitimer en tant qu'acteurs politiques et qui se sentent en fait le droit d'aller contester des décisions publiques ou d'aller créer en fait cette critique de l'action publique. Et c'est vraiment en fait je pense qu'il y a un vrai travail d'acculturation à faire. Et pour moi, c'est un peu la deuxième étape. Là, on a beaucoup travaillé avec les collectivités. Maintenant, l'enjeu, c'est d'aller travailler voilà, avec le monde associatif qui est parfois structuré en réseau, mais parce que voilà, on est aussi en lien avec la Fédération nationale des centres sociaux. Et puis aussi les tout petits collectifs, parce que là, on parle de gros acteurs, mais en fait, les petits collectifs qui émergent dans les quartiers, comment en fait on va les chercher, on va les outiller aussi. Et nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir quelques exemples marquants qui puissent être diffusés, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne, quoi. Avec l'accompagnement de quelques assos qui l'auront fait, qui seront partis peut-être de zéro jusqu'à, bah voilà, peut-être pousser à l'organisation d'un référendum local à l'échelle municipale, ça serait vraiment génial. Euh, voilà, mais je pourrais peut-être euh, remettre en fait sur voilà, un peu les ressources dont j'ai parlé sur le compte rendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Il y avait, ouais, il y Ouais. avait une question peut-être pour Hilaria de Dominique sur est-ce que l'on peut éclaircir cette idée de la gestion des conflits en dehors des espaces de délibération? Voilà. Et puis une question d'Armel, mais qui peut-être est une question qui serait une perspective, une ouverture vers un deuxième temps, euh, qui serait finalement comment est-ce qu'on construit, comment, enfin voilà, on a brassé un peu là tout un tas de perspectives qui nous enthousiasment et on sait qu'il y a du travail à mener, mais peut-être que l'issue en fait de ce webinaire pourrait être un temps plus concret, plus matériel de coopération interassociative et interpolitique pour construire finalement ça concrètement. Donc peut-être Hilaria sur la question qui a été posée et puis dans le temps qui nous est imparti, j'ai remis les propositions en lien et après on lancera un petit sondage juste pour voir un peu voilà, comment c'est approprié, compris et repartageable. Hilaria. Oui, alors merci. Oui, concrètement, l'idée, c'est d'éviter, par exemple, des dispositifs délibératifs comme celui du tirage au sort lorsque nous sommes face à des conflits portés par des collectifs, des associations très identifiées, parce que c'est une manière parfois de diluer, certes, de refroidir la délibération, mais aussi parfois de ne pas travailler le vrai sujet. Je proposerais plutôt des démarches comme des clarifications des controverses qu'on pratique ou des moments qui sont ouverts au public, à tous celles et ceux qui en veulent, mais où on assume qu'on travaille vraiment sur le noyau, sur quoi on n'est pas d'accord avec celles et ceux qui ne le sont pas, et on fasse vraiment, on clarifie, on va dire, la controverse et on essaie de trouver les points qui relèvent d'une approche plus idéologique, qui relèvent vraiment de la méthode, de quoi la controverse est faite. Parce que cela implique reconnaître l'expertise, le point de vue de celles et ceux qui s'opposent des fois à un projet. Quand on ne fait pas ça et on essaie de les diluer au refroidissement d'un public tiré au sort, je constate qu'en fait, rien ne sort changé de ce conflit, il n'est nullement transformé. Récemment, je me suis coupée d'un conflit lié à un cluster potentiel de cancer pédiatrique. Je n'ai pas proposé un outil de mini-public parce que je pense que certains outils délibératifs diluent aussi, dépolitisent aussi certaines revendications. Or, il ne faut pas les dépoliticiser, il faut les reconnaître. Et certains dispositifs les effacent. Donc, voilà pourquoi je serais pour des outils comme clarification de controverses,
controverses, comme atelier de croisement de savoir, d'autres choses. Et après, faire un saut d'échelle avec peut-être un peu un maxi public, aller vers une sorte de RIC, de consultation locale, pour voir comment cette controverse peut être composée. C'est là une certaine échelle, bien évidemment. On pourra en reparler un peu dans les détails après des différentes méthodes et techniques, mais de manière générale, je trouve que pour certains conflits, l'outil délibératif est un peu ambigu. J'espère avoir clarifié un peu la chose. Merci beaucoup. Comme on est sur la fin, voilà, je me permets de repartager un petit sondage avec l'idée de pouvoir un peu se dire finalement parmi les 7 propositions, en fait, lesquelles vous semblent les plus essentielles et lesquelles on aurait envie de porter. Et puis la deuxième question, mais je vais lancer, ce serait comment on imagine pouvoir en fait pouvoir défendre et porter ces propositions finalement sur nos territoires. Voilà, donc disons que ça pourrait en fait être donné lieu à un deuxième temps. Il y a eu voilà, des petites propositions en ce sens dans le chat de dire mais peut-être de la co-formation, peut-être de l'outillage collectif. Voilà, peut-être ça s'organise par territoire ou peut-être ça s'organise voilà, par secteur. Mais en tout cas, ça nous semblait essentiel de pouvoir proposer ce temps. Et peut-être pendant qu'il y a une réponse, est-ce que Léa, tu veux faire un petit mot de conclusion ou Julien? Pour qu'on finisse voilà, pile poil à 13 h et se libérer, se souhaiter bon appétit. Je sais pas Euh, si Léa. ouais. Bah, après, je vais peut-être laisser ouais, Julien conclure, mais bah, rappeler que en fait ce temps enfin, c'est vraiment riche et on va se servir de tout ce qui a été à la fois échangé dans le chat, proposé par les intervenants, les réactions, essayer de faire un condensé et nous de pouvoir finalement faire une sorte de V2 de notre plaidoyer, pouvoir la partager, effectivement peut-être étudier collectivement la possibilité d'organiser en fait un temps 2 et un peu la suite de ça. Euh, voilà, c'est à peu près tout pour moi. Julien, est-ce que tu veux reprendre Non, la bah, parole? Ouais. dire un grand merci déjà aux Ouais. différents intervenants et intervenantes, c'était super. Et quand même, on voit qu'on va on tire dans le même sens. On avait donné comme consigne plutôt de venir exprimer des désaccords, parce qu'on ne peut pas en fait plaider pour l'expression du désaccord et des conflits. Il n'y en a pas eu tant que ça. En même temps, bon, le jeu s'y prêtait peut-être pas tout à fait. Et puis, je pense quand même qu'on est assez d'accord à pas mal d'égards. Un des enjeux, alors c'est le sens du sondage, mais c'est comment on continue à faire vivre ces questions-là dans les mois qui viennent. Effectivement, il va y avoir les universités d'été, en fait, fin août, un peu partout, où on a envie, en fait, d'organiser des débats là-dessus, etc. Là, on est tous d'accord sur tout ça, mais en fait, la vérité, c'est que ces propositions-là, elles ne figurent pas à ce stade précisément comme ça dans les programmes. Voilà, c'est des choses beaucoup plus floues, voilà, et donc je pense que malgré le consensus qui s'est pour partie exprimé ce midi, le travail continue. Voilà. Dire aussi, mais ça a été dit dans le chat et à plusieurs reprises, et puis Léa le disait, c'est que d'un côté, il y a des choses qui peuvent paraître ambitieuses, mais les ferments sont déjà présents ici ou là, et donc on va pouvoir s'appuyer sur ces expériences en cours. Et puis peut-être dire aussi que bah ouais, on va continuer à organiser des événements à différents moments pour faire vivre en fait ces questions-là dans le débat public à l'échelle locale et nationale. Il y a plein d'événements dès la semaine prochaine en fait, puisque j'évoquais le 1er juillet à l'Assemblée, le collectif des associations citoyennes organise des soulèvements associatifs aussi partout sur le territoire national. Vous pouvez aller sur leur site pour pouvoir voir ça. Voilà, on va continuer, puis à la rentrée encore. Alors, au niveau du sondage. Ouais, et ben, on a quasiment tous répondu. Voilà, du coup, ça continue à répondre. On pourra transmettre l'ensemble des statistiques. Et puis, voilà, aussi dans le chat, il y a eu quelques propositions qui sont apparues. Mais comme on le disait, on pourra évidemment transmettre le compte-rendu très, très rapidement. Et puis, effectivement, se reproposer un temps. Voilà, je pense qu'on peut se souhaiter bon appétit, une bonne fin de voilà, le 30 juin, l'enquête. Voilà, et voilà, si vous voulez partager des temps de promo, c'est maintenant, c'est dans le chat. Je pourrais remettre la petite musique du timer pour terminer là-dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, on vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. À bientôt. Merci encore. Merci, Merci au beaucoup. revoir.